aussi sur Zoom. Alors je sais jamais trop comment ça va sortir parce que ouais, la dernière fois c'était un peu folklorique l'enregistrement. J'ai dû faire plein de montages parce que c'était pas du tout comme je voulais que c'est apparu. Voilà, bon, en tout cas, mais bonjour à tous et merci beaucoup d'être là. Voilà, vous êtes 41 pour le moment, donc je pense que voilà qu'il y aura d'autres personnes qui vont arriver un peu plus tard, hein. On peut aller jusqu'à 100 connexions. Je pense pas qu'on arrive si haut, mais voilà. Sous la dernière fois, on était à 80. Je serais pas étonné qu'on monte aussi cette fois-ci à un nombre un peu comme ça. Et donc ce soir, pour la première fois, je fais donc un format un petit peu différent. Donc j'accueille Pierre. Alors Pierre 1911. Hein, c'est son nom voilà, c'est son identifiant, je sais pas. En tout cas, sur Internet, il est surtout connu comme ça. Je vous avais mis d'ailleurs sa page Facebook dans le mail d'annonce de la conférence. Voilà, donc il est très très actif sur les réseaux sociaux et ça fait des années qu'il travaille sur la résilience et même sur l'écologie au sens large, puisque ça va aussi bien des questions agricoles que des questions d'autonomie, que des questions de mobilité. Voilà, je crois que tu as touché à beaucoup de choses. Donc, Pierre, je t'invite à te présenter, voilà, dire en quelques mots, voilà, d'où tu viens, un peu quel est ton parcours, quel est ton parcours notamment sur les thèmes que je viens d'évoquer, et puis ce que tu fais actuellement, puisque voilà, tu as engagé un nouveau projet l'année dernière, je crois. Voilà. Ouais, alors bonjour, donc je suis Pierre 1911, mon vrai nom c'est Pierre Delorme. J'ai 50 ans passés et j'ai deux enfants. Alors mon parcours, c'est un parcours très atypique parce que j'ai fait plein de métiers différents. Et le point zéro, pour moi, enfin, ce que je serais tenté de donner comme le point zéro, c'est quand en 2012-2013, on a acheté avec mon ex-compagne une maison à une vingtaine de kilomètres de Lyon, qui avait un jardin et qui était l'aboutissement d'une longue réflexion sur la question oui, de la résilience, entre autres de la résilience alimentaire. Et ça a été un terrain de jeu formidable sur lequel j'ai pu expérimenter plein de choses et que j'ai commencé à partager en même temps sur un blog. J'avais commencé en fait un petit blog avant. Et voilà. Donc ça, pour moi, c'est le point zéro. Après ce projet-là, Orca, fais pas tomber la caméra. File de là, ma belle. Après, Merci. non, file de là, Orca. Allez, file de là. Après, donc ce projet s'est arrêté en 2018 avec une séparation difficile, mais j'en parle facilement dans le sens où pour moi c'est assez symptomatique sur ce type de projet qu'il y ait des clashs, qu'il y ait des problèmes entre les personnes qui sont sur ce type de projet, parce que c'est des choses qui vont chercher très profondément, qui remettent en question des choses extrêmement intimes et profondes en fait dans chaque personne, et donc du coup dans un couple, dans une famille, voilà, il peut y avoir un certain nombre de problématiques. Je m'étais basé sur des expériences que j'avais menées en fait en amont, et puis je viens aussi d'un monde agricole et je me rends compte en fait que tout ça m'a servi. J'ai été aussi chef d'entreprise et je me rends compte en fait aujourd'hui que je me sers de tout ça. C'est ça qui est important, c'est que voilà, je suis né dans cette société et je ne le renie pas. Je suis un produit de cette société. Et j'ai été un voyou écologique avec une consommation qui était pas juste par rapport à la nature. Et c'est vraiment la naissance de mes enfants et puis les différents projets qui m'ont fait aller vers d'autres choses. Donc en 2018, ce projet autour de Lyon s'est arrêté à cause de cette séparation. Pendant pas tout à fait un an, j'ai suivi différents projets en fait en France, des projets d'autonomie où j'ai essayé d'aider les gens. Alors bon, c'est vrai que moi, ma formation d'ingénieur en informatique et de piloter des projets plutôt transverse, m'a beaucoup aidé et m'a fait prendre conscience qu'il y avait énormément de gens qui ne savaient pas comment se lancer, parce que c'est compliqué de lancer un projet aussi holistique, aussi complet. Tu en as parlé, Gilles, ça touche à l'alimentaire, ça touche en fait au transport, mais ça touche aussi à l'énergie, enfin, à énormément de choses. Et donc, je me suis beaucoup servi de ce que j'avais. Et donc, pendant à peu près, pas tout à fait une année, j'ai essayé d'accompagner des projets spécialement en fait un projet qui m'a tenu à cœur, c'est le projet 33. Et puis il y a d'autres choses qui se sont nouées autour du projet 33, puisque voilà, parce qu'on s'est mis ensemble avec Caroline. Et puis finalement, en fait, on a basculé sur un autre projet parce que c'était plus faisable avec son partenaire qui est historique, qui était son père. Et du coup, on a repris ce qui restait du projet que j'avais à Lyon, une partie du projet 33, et on a créé un nouveau projet
beaucoup plus ambitieux en nord Dordogne et sur lequel on est effectivement depuis à peu près 2-3 mois installé. Alors on part complètement et c'est volontaire, d'une copie blanche, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bâtiment, enfin, rien qui tient debout, quoi, on va dire. Pas de maison, on vit dans une caravane. On est très content de ça. Et tout est à construire. Il n'y avait pas de culture mis en place. C'était de la prairie, de la forêt, tout ça. Tout est à mettre en place. Et c'est ce qu'on veut partager en fait avec les gens pour leur dire qu'ils peuvent se lancer et montrer au quotidien comment on avance en fait autour de ce projet. Voilà. Je suis désolé, Ok. j'espère que j'ai Non, pas été trop long. non, non, mais il faut bien donner un peu de détails, c'est super, merci beaucoup. Voilà, donc si j'ai eu l'idée d'inviter Pierre, c'est parce que je vois depuis le début de la crise du coronavirus, non seulement il est très actif bon, sur les réseaux sociaux, même si moi je ne suis pas beaucoup en ce moment, voire quasiment pas, à part pour poster mes conférences. Et, et par contre, voilà, j'ai reçu notamment beaucoup de SMS qu'il a envoyé à tous ses contacts, vraiment là pour nous booster, donc, et notamment nous inciter vraiment à les cultiver, à démarcher les politiques pour voilà, installer des maraîchers dans toutes les communes, etc. Donc, et puis moi-même, voilà, je cogite beaucoup aussi en ce moment sur ces thèmes de l'autonomie, voilà, de qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai un peu le sentiment que avec cette crise que nous avons, voilà, que l'on parle des risques d'effondrement, que l'on parle des dangers depuis 20 ans, 30 ans. Enfin, j'ai l'impression que ça fait très très longtemps que j'entends parler, que j'en parle moi-même, mais que le danger, on ne le voyait pas. Que le danger, il n'était pas palpable parce que bah, finalement, on continuait tous les jours avec business as usual et puis il se passait rien de grave, quoi. Et là, aujourd'hui, il se passe quelque chose de grave. Donc, et qui impacte tout le monde. Tous les pays de la planète quasiment sont impactés. C'est absolument énorme. Donc, ben, du coup, ouais, Pierre, quel est ton regard un petit peu sur cette situation actuelle? Alors, moi, je suis très inquiet. J'aimerais revenir sur un point qui est très important. C'est que je cache pas mon partenariat, mon adhésion à tout ce qui est autour de l'effondrement, la collapsologie et tout ça. Mais c'est pas ça qui m'a mis en mouvement. C'est-à-dire que même si je connaissais le rapport Meadows depuis très très longtemps, Alors, peut-être le euh, rapport Meadows, peut-être on peut préciser. Je suis pas sûr que tout le monde le connaisse, hein. Ouais. ouais, voilà, c'est en fait un couple de scientifiques qui était au MIT qui a fait le World Model avec un des premiers calculateurs et qui s'est rendu compte qu'aux horizons 2030, il se passait un problème en fait sur la planète. Et ils Et ont que, modélisé ça. Et ils ont modélisé ça en fait, et du coup ils en ont fait une spécialité. Au départ, c'était pas du tout ça, et on appelle ça aussi le rapport de Club de Rome. Et c'est vraiment, donc ça date de 1972, je crois, 72, c'est de ça. mémoire. C'est important de préciser la Euh, date. Ouais. et donc, ils se sont fait après les porte-paroles de ce qu'ils avaient découvert, alors que c'était vraiment, il y a, sans aucune moquerie, c'était vraiment des rats de laboratoire. Hein. Enfin, c'était vraiment des gens c'était des purs scientifiques et qui ont été complètement ébranlés parce qu'ils ont réussi en fait à calculer. Et ils avaient beau faire des itérations en changeant certaines courbes, ils arrivaient, ça fluctuait, mais très peu finalement. Ils arrivaient toujours à une énorme problématique aux alentours de 2030. Voilà. Et donc ce rapport Meadows, même si je le connaissais, même si j'en avais compris un petit peu, j'étais un peu comme ce que tu disais, Gilles, tout à l'heure, c'est-à-dire que j'étais j'étais dans ma vie, mais voilà, c'est mes enfants qui m'ont fait aller vers encore beaucoup plus d'écologie. Et c'est dans un deuxième temps, c'est lorsque je m'étais déjà, moi, très fortement mis en mouvement, que j'ai rencontré des gens comme Pablo, comme Vincent Minero, comme Arthur Keller. Et donc, ça a donné encore beaucoup plus de sens en fait à ce que je faisais, très intuitivement, et que je voyais bien le lien entre ce que ces gens expliquaient comme risque, mais c'était plus mes contemporains. Les médos, je les avais pas rencontrés, et ce que je faisais assez naturellement. Donc le rapport avec la situation actuelle, c'est que même s'ils ne veulent pas dire si on est dans un effondrement ou pas, en attendant, ce qu'ont ont mis en avant Pablo Servigne et tous ces gens-là, Vincent Mignereau, c'est que la situation actuelle y ressemble énormément. On a des facteurs similaires. Alors voilà, c'est un peu la patate chaude que tout le monde se refile. Est-ce qu'on est dans le cadre de l'effondrement? Dernièrement, Pablo Servigne a dit que le système avait eu une crise cardiaque. Je trouve que la formule est
est assez, assez juste et assez bien imagé assez bien en fait, le propos. Donc le rapport, avec la situation et la question, de résilience, bah, il se pose parce qu'un des premiers livres qu'a écrit Pablo, c'est, «Comment nourrir l'Europe en temps de crise». Il y a quelqu'un qui a fait un travail super qui s'appelle Stéphane Linou, qui depuis, donc qui a créé, je crois en 2008 le mouvement des locavores, qui a essayé en fait autour de sa ville de consommer que des produits qui étaient, issus de moins de 150 kilomètres. Oui, je suis d'accord avec le commentaire qui vient d'être mis, comme quoi en fait l'effondrement a déjà commencé avec celui de la biodiversité, on est d'accord. Et donc Stéphane Linou, il a essayé de manger local en 2008 et il s'est rendu compte que c'était pas possible. Et depuis, il traite cette question-là et je suis complètement d'accord avec son analyse qui est simple, hein, qu'on retrouve aussi même aujourd'hui dans les grands médias, c'est qu'on risque en fait d'avoir un gros problème de distribution des denrées alimentaires, que aujourd'hui le système agricole tel qu'on le connaît, qui est très industriel, il est absolument pas fait il est pas suffisamment organisé pour subvenir en fait à nos besoins. Et on a encore énormément de légumes qui viennent du pays du Sud. On produit énormément de céréales, mais ce sont des céréales qui sont faites pour le bétail et on en exporte beaucoup. Enfin bon, voilà. En tout cas, à l'échelle de la France, on n'est pas résilient, alors qu'on est un super producteur en fait agricole. Et aussi, en fait, cette agriculture est extrêmement dépendante de flux qui viennent de l'étranger et entre autres d'énergie. Donc, je suis très inquiet en fait par rapport à cette question et c'est pour ça que bon, on n'a pas précisé comment on s'était rencontrés. Gilles, on s'est rencontrés dans le cadre des formations MSD, maraîchage sur sol vivant, où j'ai beaucoup appris, qui ne sont pas réservées qu'aux professionnels, même si en fait à l'origine c'est quand même plutôt orienté professionnel. Il y a un petit peu des particuliers qui viennent. Voilà. Et dans ces formations, j'ai pu aussi appréhender la partie professionnelle et que c'était pas forcément en fait simple pour des questions financières et que ben voilà, un maraîcher il pouvait faire entre 30 40 paniers et que c'était déjà chouette sur 9 mois de l'année. Enfin, je donne des chiffres un peu comme ça, mais c'est pour donner des ordres d'idées. Et que malheureusement, le nombre de fermes qui produisent ça, et, avec très peu, voire même pas du tout d'utilisation de pétrole, sauf un peu pour le transport, il n'y en avait pas suffisamment. Donc il y a un vrai problème aujourd'hui entre ce qui se passe sur le terrain avec les pratiques vertueuses que peuvent avoir des petites fermes et puis ce qu'on a dans notre assiette. Il y a une distance qui est énorme et il y a un pas énorme en fait à faire. Et c'est ça que j'ai essayé d'expliquer aux gens en disant, mais attendez, ce que vous avez dans votre assiette, demain, il y a des chances que vous ne puissiez plus l'avoir en fait chez vous. Mmh. Voilà, voilà Gilles. Bah, c'est vrai que ça pose la question de la mondialisation, même si tu as pas dit le terme, c'est clair, clairement ça la pose. Mais ça peut peut-être poser aussi une autre question, c'est peut-être celle de la spécialisation des terroirs, qui a été beaucoup développée dans l'après-guerre, effectivement, où en gros les céréales, c'est le bassin parisien et c'est je sais pas, c'est voilà, par exemple les Charentes, enfin, différents bassins. Le maraîchage, c'est la vallée de la Loire et c'est la Bretagne et le Languedoc-Roussillon. L'élevage, c'est le Massif central et les Pyrénées. Bon, je schématise un peu caricatural ce que je dis, mais c'est un petit peu ce qu'on voit, hein. Voilà, c'est où vraiment les régions sont spécialisées dans tel ou tel type de production, ou bien sûr ou le Bordelais, bien sûr, ou la Bourgogne dans la viticulture, etc., quoi. Tout à fait, tout à fait, Ouais. tout à Donc fait. j'ai l'impression Et que ça puis, interroge. ce qu'il faut comprendre, c'est que après la guerre, avec le plan Marshall, euh, les agriculteurs ont été fortement incités à acheter des tracteurs, ce qui a amené aussi le remembrement et inversement, enfin de l'œuf Mm, ou de la poule, peu importe ce qui est né le premier. Donc il y a eu une restructuration et ce qu'il faut voir, c'est que derrière chaque petite ferme qui s'est fermée, il y a un outil qui a été cassé, il y a des savoirs qui ont été perdus. Et aujourd'hui, et tu le sais très bien, Gilles, un de nos livres de référence, c'est le guide du maraîcher de Paris mm, d'Averney-Moreau et qui date mm, de 1854, quoi. Et effectivement. où il y avait des techniques qui étaient fabuleuses, bon, avec une somme colossale en fait de travail en face. Et ces trucs-là, bon, ça c'est une toute petite pépite qu'on a réussi en fait à sauver parce que des gens se sont astreints à écrire des choses.
Mais il y a des milliers et des milliers de choses comme ça qui ont été perdues dans ces Mmh. petites fermes et qu'aujourd'hui on galère vraiment parce que se réinstaller en agricole aujourd'hui, c'est vraiment, il faut avoir la foi quoi, hein, C'est clair. pour le faire. Donc moi, je suis vraiment très inquiet d'un côté de cette agriculture qui est extrêmement industrielle et puis cette autre agriculture qui, elle, est plus vertueuse, mais qui demande des investissements en temps et en savoir qui sont très importants et qui sont pas suffisamment nombreuses aujourd'hui, quoi. Voilà. Mmh. Et puisque tu parlais des maraîchers de Paris aussi, c'est vrai que ça, ça, ça peut enfin, interroger aussi beaucoup de thèmes qui sont liés à ça, puisqu'on a déjà, on peut se dire que le Paris déjà était autonome en fruits et légumes au 19e siècle, et Oui. malgré ça, en 1871, Paris est tombé face au siège des Prussiens. Je n'ose imaginer combien de jours Paris tiendrait un siège aujourd'hui en 2020, Ouais, ce serait même pas, enfin, peut-être quelques heures, quoi. Enfin, ouais. il n'y a Après, aucune résilience. Et ça interroge aussi cette concentration, tous ces mégalopoles qui n'existaient pas il y a 50, même il y a 50 ans, ou qui étaient beaucoup moins importantes, quoi. ouais. Voilà, où vraiment une concentration urbaine d'ailleurs. Et puis on a vu d'ailleurs avec le confinement qu'on a énormément de Parisiens ou d'habitants des grandes villes qui tout de suite ont C'est pris leur coup parti. d'escampette, et on les comprend. De Oui, vouloir oui, être oui. confiné en 20 mètres carrés dans une grande ville, c'est invivable, quoi. C'est très, très compliqué. Après, je reviens quand même sur une chose, c'est qu'il y a le livre de Davernay-Moreau, il y a une chose sur laquelle ils induisent quand même beaucoup de maraîchers en erreur, c'est que à l'époque, 90% de l'alimentation des gens était des céréales. Mm, Or, il faut savoir qu'en fait, en 1800, dans les années, 1800, autour des années 1850, déjà le transport depuis la plaine de la Beauce à l'intérieur de Paris était très bien organisé. Donc, il y avait déjà un flux alimentaire qui était, tout n'était pas produit en fait en local. Voilà. bien sûr. Et que quand ils disent que un jardin de 10 mètres carrés permettait de subvenir à une petite famille, oui, sur la partie légumes, mais ils en mangeaient en fait finalement très très peu. Donc, il y a un livre qui est très intéressant de Maurizio en fait sur l'histoire de l'alimentation, qui est un super bouquin que je vous conseille vivement, qui replace un peu mieux voilà, ce qu'on consommait. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si on regarde ce que les gens consomment, c'est impossible. C'est Mm, impossible du jour au lendemain qu'on leur offre en fait les mêmes produits, mm. la même chose en fait en consommation avec des petites fermes. C'est impossible. Mais C'est matériellement impossible. et c'est vrai que je pense notamment à une céréale qui s'est imposée aujourd'hui comme une des bases de notre alimentation, qui est le riz. C'est Mhm. clair que le riz, même en parlant, même en pensant au niveau national, il est impossible que la France soit autonome en riz, enfin en tout cas dans la consommation telle qu'elle est actuelle. C'est, Tout à fait, tout à fait. Après bon, on l'a vu par exemple avec le quinoa, qui au départ a posé en fait des soucis éthiques, hein, parce que les peuples qui produisaient en fait le quinoa se sont retrouvés en fait dépourvus d'une source protéinique qui leur était nécessaire. Bon, aujourd'hui, on sait cultiver sans problème en fait le quinoa en France, voilà. Mais ça pose derrière la question. Alors, je suis très très à cheval en fait sur cette maxime, c'est que la question de l'autonomie, c'est quand en fait les moyens répondent aux besoins. Il y a aussi l'amarante, tout à fait. Et donc, il est bien évident que si on fait baisser les besoins, automatiquement, on n'a pas besoin de développer les mêmes moyens. Si on se contente de manger, et je ne fais pas de prosélytisme ou quoi que ce soit, mais une fois par semaine, voire même en fait une fois par mois de la viande, c'est pas du tout la même configuration que d'en manger tous les jours. Pareil pour le poisson, pareil pour tout un tas de choses. Moi, par exemple, un calcul que j'ai fait pour les chiens, si vous voulez nourrir les chiens avec de la nourriture fraîche, donc comme ce sont des carnivores, il faut que vous éleviez 200 poules en front, en frontal. Il faut tout le temps avoir 200 poules pour pouvoir en fait en prélever une tous les jours pour donner en fait à manger une poule en fait à un chien. Et si on regarde en fait ce que ça consomme en céréales, même si en fait à la base les poules ne sont pas véganes et sont plutôt en fait omnivores, ça séquestre tout de suite pour un chien. Vous êtes obligé d'avoir 200 poules qui elles-mêmes vont nécessiter une quantité tellement importante en fait de céréales que vous allez tout de suite prendre un ou deux hectares en fait ouais, de terre pour pouvoir cultiver ça. Et pour un chien, pour ça, là, pour ce genre de bestiole. Donc,
on est complètement décorrélé aujourd'hui en tant que consommateur avec les réalités du terrain. On ne se rend pas compte qu'en ayant un chien ou un chat, eh ben, forcément, ça a des implications extrêmement fortes en fait sur tout un tas de choses. Mmh. Et oui, parce que du coup, tu as un petit peu commencé à parler de de ce qu'on peut faire au niveau d'une ferme. Du coup, l'autonomie, tu la vois à quelle échelle tu la vois? Est-ce que tu la vois à l'échelle plutôt de la ferme, plutôt de la commune, plutôt de la famille, plutôt de la commune, plutôt du département, de la région, voire du pays, même si Alors, moi j'ai beaucoup le combo autonomie perméable. C'est-à-dire qu'en fait, et c'est pour vraiment l'éloigner de l'autarcie. Pour moi, une autonomie, c'est complètement insensé et c'est se mettre quasiment en fait un but inatteignable qu'un petit groupe de personnes, genre en fait 4 à 8 personnes, se mettent ensemble pour réaliser cette autonomie. mmh, Ils peuvent y arriver, mais ça sera au prix d'efforts dont je doute qu'ils dans le temps, quand je dis dans le temps, c'est que ce soit un modèle qui soit réplicable sur 10, 20, 30 ans et voire même sur d'autres générations. Je pense que c'est très compliqué. Et c'est pas souhaitable. Donc je parle d'autonomie perméable parce qu'il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire, beaucoup de choses qu'on peut faire sur ce petit groupe. Et puis déléguer à d'autres groupes de la même taille d'autres choses. Donc pour moi, l'autonomie, la question de l'autonomie, elle transpire, enfin, elle échange avec les autres étages. Que par exemple, tu parlais d'une céréale comme le riz, bah, c'est très compliqué, sauf à être dans un bassin qui est propice en fait à ça. Mais souvent, le bassin qui sera propice à faire du riz, il ne le sera pas pour faire telle autre chose. Là où tu vas faire du riz, je ne sais pas, je ne crois pas te dire de bêtises que tu ne vas pas pouvoir faire des oliviers, par exemple, des choses comme ça, c'est ou clair. de l'huile d'olive et des choses comme ça. Voilà. Donc forcément, la question d'autonomie, elle est dépendante des échelles et Mmh. ce sont les ensembles de ces échelles qui répondent en fait à une autonomie. Voilà. Et Après, c'est par vas-y. contre, ce que tu dis sur le riz, attention, c'est vrai que ça va être vrai effectivement pour nous, parce que le riz c'est limité quasi qu'en gros à la Camargue, hein, en France, Ouais, mais c'est vrai qu'en milieu tropical, c'est un peu différent. Parce que en milieu tropical, on peut associer le riz par exemple au palmier à huile ou des choses comme ça, donc on peut aussi avoir une certaine diversification. Là par contre, voilà, donc c'est d'autres contextes. Je tout sais à pas s'il y a fait. des gens qui nous écoutent de milieux tropicaux d'ailleurs. C'est vrai que j'ai pas demandé d'où venaient les gens aujourd'hui, bon, c'est pas grave. Ouais, je sais pas, j'ai pas repéré de personnes qui m'écoutent depuis l'Afrique là aujourd'hui. Je pense pas, j'ai pas l'impression qu'il y en ait. Mais Oui, voilà, alors je suis bien d'accord. La limite de mes propos, c'est en gros, pour, je dirais les pays, européens ou en tout cas ceux qui sont, qui sont sous nos latitudes. En gros, hein, ce dont je parle. Et encore, on se rend bien compte qu'on n'a pas bien. Tu parlais du Massif central. Aujourd'hui, ce qui est fait dans le Massif central ne peut pas être répliqué à 200 kilomètres de là, je ne sais pas, moi, dans la vallée du Rhône ou je ne sais pas bien quoi. sûr, Enfin, bien voilà. sûr. Donc, c'est forcément lié au climat, c'est Mmh, forcément lié au sol, c'est forcément lié aussi. Tu parlais un truc important, à la densité de population. bien sûr. Forcément, dans une ville où il y a beaucoup de structures type immeuble, ou tout ça, bah, beaucoup de constructions, on ne va pas pouvoir faire la même chose que dans un endroit où, comme je vous parle ici, où bah, vous n'entendez rien parce qu'il n'y a rien d'autre que la nature, quoi. Mes Ouais, premiers voisins sont à 400 mètres. Enfin, voilà. La chose qu'on risque de voir passer, c'est des biches, des sangliers ou je ne sais pas quoi, quoi. Donc, mmh, ouais, on peut pas comparer, quoi. bien sûr. Et du coup, enfin, c'est vrai, du coup, par rapport à ce que tu dis, c'est vrai que déjà, en termes d'échanges, de toute façon, c'est pas nouveau qu'il y ait des échanges dans le monde. Déjà, dans l'Antiquité, déjà, il y avait plein d'échanges. Voilà, il y avait On n'y des coupera pas. productions minières ou autres qui étaient faites à un endroit. Et enfin, on échangeait des productions alimentaires. Enfin, on échangeait déjà beaucoup de choses. Peut-être même à la préhistoire, on a moins de traces, mais peut-être même qu'à la préhistoire, déjà, il y avait des échanges, voire même déjà au Paléolithique. Donc c'est vrai que l'autonomie vraiment autour d'un niveau d'un tout petit groupe, à part peut-être quelques chasseurs-cueilleurs insulaires, peut-être dans les océans, c'est probablement quelque chose. Et encore, Mm. on voit qu'il y a eu des échanges de population. On a vu les Polynésiens qui ont traversé les mers, des choses comme ça, hein. Donc voilà, c'est même pas forcément si évident même. Donc ça a peut-être même jamais vraiment existé d'ailleurs, hein, dans l'histoire de l'humanité, de toute manière. Mais c'est peut-être ce qui a justement ce qui a poussé l'humanité, c'est que c'était une limite et donc forcément ça a poussé l'humanité à voyager et quelque part la mondialisation elle a démarré là, hein.
Mmh. d'une certaine Tout à manière. fait. Quand tu as des Polynésiens qui montent dans leur pirogue pour dire, qu'ils vont, chercher, enfin je sais pas, je vais peut-être grossir un trait, mais des femmes sur d'autres îles Mmh. ou essayer de, bah, voilà, Bien sûr, c'est vraiment le début de la mondialisation. bien Voilà. sûr. Donc ça c'est pour moi, en fait, la mondialisation en soi, c'est un processus, assez humain. Mmh. Après, c'est tout est une question d'échelle. À l'échelle où nous l'avons fait, ça a plus aucun sens. Après, il y a un truc qui est très simple, hein, qui peut être compris en fait par tout le monde, hein. Le sel, bah, on a très bien vu qu'en montagne, par exemple, s'ils n'avaient pas accès au sel de mer, ils avaient beaucoup plus de problèmes de santé, entre autres de Mmh. crétinisme, à cause de ça. Donc, ne Bien sûr. serait-ce qu'en fait qu'un truc qui est quasiment essentiel, le sel, bah, ça, c'est obligé de voyager. Donc, c'est Mmh. obligé d'être en fait du commerce. Ou alors, ça veut dire qu'il y a sur le petit groupe de 8 personnes, et ben, il y a une personne qui, tous les ans, prend, je sais pas, son cheval, je sais pas quoi, part pendant 3 mois, pour aller à la mer, récupérer, 500 kilos de sel qui va remonter je sais pas comment. Enfin, voilà, Mmh. on tape, on est tout de suite sur des choses qui se on se rend compte qui sont pas soutenables, quoi. Voilà. Mmh. Donc et puis dans un projet d'autonomie, on parle de, alors, pour moi, j'ai fait des strates, alors ça ressemble assez en fait à la pyramide de Maslow sur les besoins, il y a des strates. Si on regarde en fait l'alimentation, un petit groupe peut subvenir à beaucoup de son alimentation. Pas tout, mais beaucoup. Un petit Il groupe, peut c'est combien de personnes, un petit groupe? Bah, c'est ce que je disais, c'est pour moi le modèle, c'est 6 à 8 personnes. Pourquoi je D'accord. parle de ce modèle-là? Parce que pour moi, c'est 2 personnes actives, 2 enfants et 2 personnes, plus âgées, D'accord. 2 seniors, qui est le schéma traditionnel de ce qu'on avait un peu dans les fermes, auparavant. Mais c'est pour vraiment c'était mon modèle, avant qu'il y ait, cette crise que nous connaissons en fait, maintenant, qui remet en question, j'ai pas de souci avec ça, qui me remet beaucoup en question mes calculs et ma stratégie aujourd'hui, entre autres pour essayer d'accompagner des gens à être plus résilients, et le faire plus vite, en optant pour des phases intermédiaires. Mais je vais pas trop développer Mmh. en fait ça. Et donc ces petits groupes, eh ben, ils peuvent se spécialiser, sur certaines choses et troquer, avec d'autres groupes de même taille. Après, ils vont déléguer à des groupes, à des structures qui sont au-dessus, qui seraient par exemple en fait un hameau, qui serait un village, ils vont déléguer un certain nombre de choses. Et puis, ces villages, et ben, c'est pareil, ils vont pouvoir échanger avec des villages ou des structures de taille identique. Et Mmh. puis, il va y avoir encore un étage, au-dessus qui sera le canton, et puis qui sera après en fait la région, et puis qui sera après, voilà. Bon, il y a quand même des travaux qui sont à mon avis intéressants à regarder. C'est ce qu'a fait Yves Cochet sur les biorégions. Il explique assez bien que voilà, les États tels qu'on les connaît en fait aujourd'hui, bah, risquent de moins bien fonctionner et qu'on va revenir à une régionalisation de la Mmh. gouvernance et de la gestion, des problèmes. Et j'ai fait un parallèle, j'ai fait un post là-dessus, sur Facebook, où je compare en fait la situation de Tchernobyl avec la situation, actuelle. Et pour moi, en fait, elle est identique sur 2 points. C'est qu'aujourd'hui, l'incident de Tchernobyl, on a eu les liquidators, donc c'était toutes les personnes qui ont été envoyées pour gérer la crise en fait, de cette explosion nucléaire, de cet incident nucléaire. Et donc c'était des gens qu'on savait exposés à un danger. C'est ce qui se passe en fait aujourd'hui avec, le personnel soignant, avec, une partie des transporteurs, enfin tous les gens qui sont encore sur le terrain et qui ne sont pas confinés. Et la deuxième chose, c'est que il y a un reportage absolument génial, où on voit Gorbatchev en fait parler de ça. C'est ce qui a décidé, l'Union soviétique en fait de l'URSS à se dissoudre. C'est de se rendre compte qu'il n'était pas capable, un État central n'était pas capable de gérer une crise de cette ampleur-là, parce qu'il y avait trop de kilomètres qui les séparaient et que du coup la prise de décision avait été trop longue. Et c'est peut-être ce qu'on est en train de vivre Mmh. aujourd'hui avec un État, bah, qui prend des décisions, qui par exemple du jour au lendemain a dit bah non, on estime que les jardineries, ou les pépiniéristes, c'est pas de l'urgence. Ah si, c'en est, Mmh. justement pour la résilience alimentaire. Et donc, il faut bien comprendre que plus on rajoute les étages que j'ai expliqués, en petit, dans le petit groupe, le hameau, plus on rajoute des étages, plus en fait ça fait du hors sol.
bien évidemment, les gens à Paris, qui sont là en train de prendre des décisions, on les voit assez mal. On peut le regretter, hein, savoir de quoi ils parlent, quand il s'agit de planter des légumes et tout ça, parce qu'ils ont une vie qui est pas du tout en lien avec la nécessité du terrain. Ce que tu dis, ça me fait penser à Thomas Sankara, ce président du Burkina Faso dans les années 80, là, qui était bon, un grand leader panafricain d'ailleurs, hein, qui voulait vraiment une véritable indépendance vis-à-vis de la France et vis-à-vis des pays occidentaux en général. Et je sais que, je sais pas si c'était dans tous les ministères, mais en tout cas au moins le ministère de l'Agriculture, tout le monde devait cultiver un jardin dans le ministère de l'Agriculture. C'était, bon, je trouve que Ouais, mais c'est un beau symbole, je trouve. oui, oui, mais moi je suis persuadé, je l'ai écrit dernièrement, moi je pense qu'en fait il faut qu'il y ait une parité entre la pensée et l'action, quoi. Mm. Et qu'on on devrait vraiment étudier cela dans les cercles de décision, que les cercles de décision que dans les cercles de décision, il y a des gens qui savent mettre les mains en fait dans le cambouis pour Mm. au moins ramener voilà, un certain bon sens pratique à ce qui est décidé. Parce que quand on est loin du terrain, et je ne leur jette pas la pierre là-dessus, hein, quand on est loin du terrain, c'est très compliqué à un moment de pas, je ne voudrais pas confondre sur ma formule, mais pas de perdre un peu les pédales, quoi, de perdre Ouais, la réalité du sol. Quoi. Voilà. ouais. Et du coup, puisque tu parles de la réalité du sol, du coup, là, bon, mais aujourd'hui, on est en plein dans la crise, nous sommes confinés, voilà, certains certains en pleine campagne, d'autres dans des tout petits appartements en pleine ville, voilà. Bon, nous allons sûrement être déconfinés un jour, on ne sait pas trop quand, peut-être dans un mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, on sait pour l'instant, voilà, on voit de tout, hein, on ne sait pas trop. Mais quelles actions nous pouvons entreprendre déjà nous aujourd'hui, peut-être individuellement pendant la crise, et qu'est-ce que nous devons dès que le confinement est terminé, qu'est-ce que nous pouvons envisager de faire d'après toi? Chacun au niveau Ah, individuel déjà. alors déjà, à l'heure actuelle, il faut essayer, ce qu'on consomme, il faut essayer absolument de consommer du local. Ça, c'est J'ai beaucoup publié là-dessus, en disant, «Mais vous devez absolument sauver, les petites fermes», on le voit, hein, du coup, le gouvernement a essayé, de faire en sorte que les grandes surfaces qu'il avait largement privilégiées achètent, des produits aux petits producteurs. Moi, je ne le cache pas, hein, 1 fois par semaine, les choses qu'on peut pas trouver ailleurs pour l'instant, on va dans un petit supermarché. Et ben le temps que j'y suis allé dimanche matin, il y a un petit jingle qui tourne. Ben, vous êtes producteur maraîcher, nanani, vous pouvez rencontrer le directeur du magasin pour vendre en fait les produits. Mmh. Donc je pense que c'est vraiment en fait ce qu'il faut promouvoir là dans l'urgence, et garder ce cap-là. Je pense que les AMAP qui étaient vraiment des structures très intéressantes, mais qui étaient en pleine perte de vitesse parce que le nombre de points de vente style Biocop et tout ça, enfin, tous ces petits magasins a complètement explosé. Je pense qu'en fait que ça peut redynamiser ou quelque chose de similaire. Je ne suis pas attaché forcément en fait au logo AMAP et tout ça. Le fait de dire que on est partie prenante d'un producteur ou d'un groupement de producteurs, ça c'est un modèle à mon avis faut prendre des bonnes habitudes maintenant, et il va falloir le continuer derrière. Quelle va être la situation après le confinement? Alors là, ça c'est une grande question. Peut-être Je regarder pense, l'histoire de la Grande Dépression après la crise de 1929, peut-être ça peut donner une idée, peut-être? je pense que oui, ça peut être, ça peut être une indication, mais c'est tellement unique dans l'humanité. Il faut bien avoir conscience qu'on a été les enfants chéris. On a eu des facilités, mais comme jamais l'humanité n'aura plus jamais. Voilà. Déjà, les gens, enfin, déjà, des scientifiques avaient pointé qu'on était en train de perdre du nombre d'années, qu'on allait vieillir moins longtemps. Quand Donc, l'espérance de vie en bonne santé commence à baisser, ouais. ouais, ouais, absolument. Voilà. Bon, voilà, qu'aujourd'hui, enfin, le plus gros fléau dans le monde, c'est le cancer. Bon, c'est la fin dans le monde aussi, quoi. On n'a pas toujours pas réglé des problèmes que normalement on aurait dû pouvoir régler. La fin dans le monde, quand on dit qu'il y a des gens encore qui meurent de faim dans le monde, c'est quand même assez ahurissant. Mais ce qui va se passer après le confinement, je ne sais pas dans quel état la société va être. Ce qui est sûr, c'est qu'elle sera en mauvais état.
Et moi, j'espère qu'il y a des gens qui vont, un maximum de gens qui vont profiter de cette période de confinement, qui peut-être, oui, ont peur pour leur job et à juste raison, re-questionnent vraiment leurs besoins et se disent vers quoi je veux tendre, qu'est-ce qui m'est essentiel. Je vais, je, tu permets, Gilles, que je parle d'un petit exercice que j'invite les gens en fait, à faire. Bien sûr, bien sûr, bien Euh, sûr. voilà, je vais mettre un peu de lumière. On te voit bien. Enfin, je trouve Euh, qu'on te voit encore bien, hein. ouais, vous voyez encore Ouais, ouais. un peu bien. Ok. Euh, voilà, je m'étais fait une spécialité un peu dans la gestion de crise. Et je faisais faire un petit exercice qui est, si vous voulez, si vous avez un projet, par exemple en famille ou un groupe de personnes, d'aller vivre à la campagne et de monter un projet un peu plus résilient. Je vous invite à faire cet exercice. Vous mettez tous autour d'une table avec chacun une feuille et un stylo. Et voilà, et vous dites à chacun, qui ont l'habitude de vivre ensemble ou pas, peu importe, qu'est-ce que, si jamais en fait la maison brûlait à l'instant, qu'est-ce que vous sauveriez si vous aviez 2 minutes pour sortir du matériel, pour sortir ce que vous avez besoin. Quelle est la liste de ce que vous sortirez si vous aviez 2 minutes avant que la maison brûle? Donc chacun note sur sa feuille, vous donnez une minute à tout le monde, chacun note sur sa feuille. Vous mettez les feuilles de côté, et puis après vous faites le même exercice en disant aux gens, vous n'avez pas 2 minutes, mais vous avez 2 heures. Et c'est pas la peine de faire le troisième pan d'exercice qui serait de dire vous n'avez pas 2 heures, vous avez 2 jours. Dans les 2 minutes, vous avez ce que chacun considère comme absolument nécessaire à sa survie. Ce que vous avez en fait dans la liste des 2 heures, c'est ce qu'il considère nécessaire à la vie. Donc ça, c'est déjà hyper intéressant de voir ce que chacun met, ce qui est nécessaire à sa survie, et ce qui est nécessaire en fait à sa vie. Et après, ce qui est intéressant, c'est de mettre en commun et de voir comment le groupe est d'accord, est capable de se mettre d'accord pour faire une seule liste, si on avait 2 minutes, si on déléguait en fait la responsabilité à quelqu'un à 2 minutes, et la liste en fait pour 2 heures. C'est très intéressant de voir comment le groupe arrive à créer un consensus sur certaines priorités. Et ce que vous avez là dans ces listes-là, c'est le besoin, c'est les besoins intrinsèques. Et ce qui est super en fait aussi avec cet exercice, c'est que vous pouvez historiser les réponses que vous avez mises et de refaire cet exercice plus tard, parce que vous voyez en fait que vos priorités, elles changent. Et c'est ça en fait que moi j'ai envie d'inciter les gens. C'est quelles sont vos priorités? Est-ce que la priorité c'est d'avoir le dernier téléphone à la mode ou c'est de manger? C'est ça en fait, les questions qui vont se poser. Donc, euh, tant que les gens de manière individuelle n'ont pas répondu en fait à ces questions-là, moi je suis très mal placé et je me sens pas légitime d'aller leur indiquer il faut aller dans telle direction. Même si d'une manière en fait biologique, on sait que si les gens ne mangent pas et ne boivent pas et ne sont pas protégés en fait du froid et n'ont pas un minimum de santé, ça va pas le faire. Ça va être très D'ailleurs, pendant que tu décrivais l'exercice, il y a plusieurs personnes qui vont donner des réponses. Là, il y a Muriel qui dit sa harpe, Charlotte, ses enfants et ses graines, Juan, le feu de Jean Cocteau, Fractal Chaos, son instrument aussi, la harpe, les, Marielle, les semences anciennes de son père, Sylvie, ses chaussures, une couverture et son accordéon, Alain, une scie et un croc à patates, et... Ah oui, ouais. puis là, une petite Et, réaction entre harpistes là, juste après. ouais, en fait, c'est super intéressant parce que ça montre bien qu'en fonction des sensibilités, des environnements, et puis forcément, il n'y a pas une liste, il y a pas il y a pas une seule liste qui existe. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui aussi, ça c'est important dans ma démarche, la première autonomie qu'il faut avoir, c'est l'autonomie de la pensée. Si vous n'avez pas cette autonomie-là, c'est pas la peine. Et moi, je me refuse en fait il n'y a pas de souci que je donne des conseils quand on me pose des questions en fait sur des choses. Mais j'aime pas faire des réponses toutes faites parce qu'il me manque forcément des éléments d'un contexte qui fait que la réponse que je vais donner n'est pas appropriée. Vous comprenez? Et pour moi, c'est important de donner aux gens des outils qui leur permettent d'être autonomes. Et c'est Ouais. pour ça que ce genre de petit exercice, après, ils le modifient, ils le mettent à leur sauce, peu importe. Mais ce qui est important, c'est qu'ils partent d'une trame qui leur permet après de mieux dessiner quel est leur besoin. Ouais, effectivement. Effectivement. Ouais. Voilà, je vois qu'il y a d'autres qui continuent à mettre des réponses là, mais ouais, mon vélo, ma Bible et mes graines, mon piano. Le piano, quand même, en 2 minutes, ça va être chaud de le sortir. Ouais. Et du coup, oui, ben, en tout cas, je vois qu'il y a pas mal de gens qui ont parlé de leurs graines. Si on revient aussi au jardin, est-ce que, ouais,
pense qu'on peut dire quand même qu'aujourd'hui, si tous ceux qui ont un bout de terrain, qui ont, voilà, même si c'est que 50 mètres carrés, c'est le moment ou jamais de commencer à les mettre en culture, quoi. Ah mais c'est clair, c'est Ah, clair, c'est clair. Là, je veux dire, il faut, enfin, pour moi, c'est évident que tout le monde doit essayer de se mettre en mouvement là-dessus, mm, parce que ce qui sera fait, ne sera jamais perdu. mm, En termes de savoir, en termes de dégradation du sol, mm, en termes de matériel, de pratique. Et puis une chose toute bête, en fait, quand les gens me posent la question, il faut commencer par quoi? Moi, la première chose que je leur dis, c'est il faut commencer par cuisiner. mm, Parce que quand vous avez en fait un jardin, il n'y a personne, il n'y a pas d'interface entre la plante mm, et l'assiette. Enfin, la seule interface qui est là, c'est vous, quoi. Donc, si les gens, ils n'ont pas, déjà pas l'habitude de faire avec des produits bruts, et ben pourquoi? C'est pareil, c'est une métaphore que j'utilise souvent. C'est les gens, en fait, quand ils se posent des questions sur leur alimentation, ils font comme le saumon. Ils remontent, en fait, ils sont dans la mer, pour pas dire avec DE à la fin. Ils estiment que la situation, voilà, elle est. Et ils veulent remonter à la source. Alors ils remontent en fait au fil du temps la rivière, ils passent des étapes qui sont des espèces de cascades, et ils arrivent, en gros, excusez-moi, j'ai rien contre eux, je les adore, chez Cocopelli. C'est-à-dire qu'ils se disent, bah voilà, moi il faut que j'ai les super graines de vieilles souches pour faire ce truc-là. Or, il y a plein d'étapes en fait avant qui sont absolument nécessaires. Donc c'est bien de remonter à la naissance qui est la graine. Mais en fait, il ne faut pas oublier de redescendre. Et la première étape, c'est de cuisiner. Puis après, alors, par exemple, un truc que je dis aux gens, mais quand vous avez un jardin, si comme moi, vous faites plein de tomates, mm. le dernier jour avant qu'il gèle, vous allez voir la météo, ah mince, il m'indique qu'il gèle. Bah, si vous avez 50 kilos de tomates qui sont sur vos pieds, du jour au lendemain, dans votre cuisine, vous avez 50 kilos de tomates. Donc, ce que j'explique en fait aux gens, c'est qu'un jour, il faut qu'ils soient en face de, il faut qu'ils soient en face de cette situation avant même d'avoir cultivé leurs tomates. Ils vont sur le marché en fin de saison et ils achètent d'un coup 50 kilos de tomates. Et ils voient en fait comment ils s'en débrouillent. D'un seul coup, eh ben, ils se rendent compte que la casserole, ils n'ont pas de casserole suffisamment grande. Que le feu sur lequel ils posent la casserole et il n'est pas suffisamment grand. Tu vois, des petits détails comme ça et qui sont des étapes absolument nécessaires bien avant de faire le jardin. Et c'est pour ça que si vous avez, même si vous avez que 50 mètres carrés, et ben, tout ce que vous apprendrez à faire sur vos 50 mètres carrés, ils vont remettre en perspective plein de choses, y compris des choses en fait dans votre cuisine. Donc c'est hyper important d'entamer ça tout de suite, quoi. Ah, c'est vrai, c'est assez intéressant ce que tu dis. Ouais, ça fait commencer par apprendre à cuisiner. Ouais, c'est vrai que c'est très intéressant. On l'oublie. Et puis, on ne se pose plus la question des conserves. Parce qu'aujourd'hui, bah, c'est facile d'acheter un congélateur, mais c'est super énergivore. Ça veut dire que, parce que c'est ça aussi, hein, la crise qu'elle peut amener, c'est qu'aujourd'hui, on tourne le bouton, on a de l'énergie. Mais si ça se trouve, demain, on va se retrouver avec des problématiques où, comme dans certains pays, et un pays que j'ai beaucoup parcouru, qui est Cuba, eh ben, il y a des ruptures de service. Et ben, quand vous avez un congélateur, c'est compliqué d'avoir des ruptures de service. Et donc, il faut aller peut-être sur des techniques de conservation qui sont hautes, la dessiccation, les conserves, la lactofermentation. Et Ouais. tout ça, eh ben, c'est beaucoup de savoir. Et ça, les gens, ils peuvent déjà le mettre en pratique. N'importe quelle personne qui est dans 25 mètres carrés, ce que je dis là dans l'instant, cuisiner des grosses quantités, faire des bocaux, faire de la lactofermentation, il n'y a pas besoin de jardin pour le faire. Et tout de suite, Hmm. qu'est-ce que ça pousse? Ça pousse en fait à avoir des produits frais, si possible en fait frais de bonne qualité, et si possible, et c'est facile de le faire aussi en local. Enfin, si tant est que le local soit accessible à ces personnes-là dans Hmm. cette période-là. Et au pire, eh Effectivement. ben, s'ils achètent des légumes, je n'en fais pas la promotion, mais s'ils achètent des légumes au supermarché, eh ben, c'est pas grave. Ils se seront déjà en fait entraînés à cuisiner, Hmm. et le jour où ils auront un jardin, eh ben, ça passera comme une lettre à la poste, parce que toute la chaîne de transformation, ils la maîtrisent. Et c'est intéressant. C'est vrai que je pense, ben, je sais qu'il y a ma mère qui est ici présente, là, même si elle a pas parlé dans le chat. Là. Je sais qu'elle a commencé à faire son premier pain, ses premiers pains là, avec le début de la crise, par exemple. Ben, mais Ouais. c'est des super choses. Et puis on va aussi.
il y a toute une éducation du goût, il y a toute une éducation aussi des privations. Aujourd'hui, on consomme en fait énormément de sucre. Je suis pas certain en fait que on consomme énormément de céréales. Je pense qu'en fait que c'est des choses qu'il faudra qu'on révise si on est vraiment dans des situations qui sont autres. Il y a, pour expliquer aussi la situation, pour moi, la situation ne va pas se dégrader. Alors, je ne veux pas jouer sur les mots, mais vous avez vu qu'il y a Orca qui est très très câline. Hein, alors là, euh, en fait, c'est pas que je veux jouer sur les mots, mais c'est pour moi une façon assez claire de faire comprendre la situation. Aujourd'hui, on était dans un surconfort. On était dans quelque chose. Pousse pas, Orca, pousse pas, tu vas faire tomber la lampe. Non, non, pousse pas. Allez, file, file, ma belle. On était les enfants bénis, comme je l'ai dit avant. On était, on avait accès à trop de choses et du coup, il ne va pas y avoir une dégradation de la situation. C'est simplement, on va ramener la situation à quelque chose de plus normal. Donc c'est pas, on aurait, si on avait été euh, logique et si on avait su écouter les cris d'alarme que nous lançait en fait la nature, on serait jamais sorti de ce truc-là. Après, je comprends que l'humanité ait voulu plus de confort et que c'est ce que continuent les pays. Alors, on ne dit plus en voie de développement, mais veulent faire. Hein. Enfin, je veux dire, ils poussent tous à la roue pour avoir le modèle européen ou le modèle américain. Sauf qu'en fait, on se rend compte que c'est l'impasse, quoi, complète. Et que ces gens-là, par contre, ben, pas tous malheureusement, mais il y a un certain nombre arrivaient quand même à se nourrir. Voilà. Ok, super. Merci beaucoup en tout cas pour toutes ces explications. Je vois qu'il y a énormément de témoignages, de remarques, de questions aussi dans le chat là, donc on va peut-être un peu s'y pencher. C'est vrai que peut-être un petit truc aussi que qui me vient aussi beaucoup depuis le début de la crise, c'est que quand mes parents ont acheté une maison dans le Gers avec un terrain de 3 000 m², il me semble, dont peut-être 2 000 de jardin, la réaction de mon arrière-grand-mère qui avait connu la guerre, c'était ben là, si jamais ça tourne mal, vous pouvez tout mettre en pommes de terre. Alors peut-être que tout mettre en pommes de terre, c'est peut-être un peu excessif, parce que c'est bien d'avoir d'autres choses que des pommes de terre, mais c'est quand même, je trouve que quelque part c'est assez sage et je pense qu'il va vraiment falloir y penser de plus en plus, mais notamment que la pomme de terre, surtout que c'est une source de calories assez facile à gérer, quoi, hein, c'est une culture facile, c'est facile Absolument. à stocker, voilà, donc c'est beaucoup plus facile à gérer que du blé, hein, Ah, et, mais euh, et c'est ça sûr, c'est. c'est sûr. Alors là, c'est très clair. Hein. Moi, dans mon projet, ce que je voulais faire, c'était absolument tester les céréales en traction animale. Bon. Hmm. Et ben, depuis la crise, je suis allé à la coopérative, j'ai acheté 50 kilos de plançons de pommes de terre. Hmm. Et je suis désolé, Gilles, je sais qu'on a fait, toi et moi, des formations sur maraîchage sur sol vivant, mais j'ai fraisé. J'ai fraisé une partie en fait pas du potager, mais du verger pour faire dans les interlignes pousser de la pomme de terre. Alors pourquoi j'ai fraisé? C'est parce que, ça on en a parlé, on s'est rappelé l'autre jour, il y a quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, qui est un formateur aussi chez RMSV, qui s'appelle Pierre Bess, qui nous, aussi nous regarde, on le salue, nous avait expliqué que lui, il avait remarqué que la technique des pommes de terre sous foin souffrait d'une critique principale qui était celle d'isoler du coup le jeune plant de pommes de terre du sol et que sur les gelées tardives qu'on pouvait avoir en mai, eh ben, c'était fatal aux plants de pommes de terre parce que le foin isolait le sol et donc les infrarouges ne pouvaient pas suffisamment réchauffer pendant la journée le sol et libérer de la calorie qui était nécessaire à la survie du plant pendant la nuit. Voilà. Donc c'est pour ça que moi j'ai fraisé et que je vais cultiver la moitié de mon terrain que j'ai prévu pour la pomme de terre en traditionnel et la moitié sous foin pour avoir une deuxième vague. Mais je ne le fais pas pour moi. Je veux dire, 50 kilos, enfin, je pense qu'on peut être facilement sur des ratios de 10 à 20 sur la pomme de terre. Je ne raconte pas de bêtises, hein, Gilles. Hein, Oh, bah, c'est en gros sur 1 m², tu mets 4 pommes de terre. Je sais pas combien ça fait en poids exactement, mais bon, avec une pomme de terre peut donner facilement 2-3 kilos voilà, 2-3 kilos ouais, d'après de récolte, quoi. ouais. Donc, enfin, voilà, je pense que sans aucun problème, je vais avoir entre 500 kilos et une tonne de pommes de terre. Je consomme pratiquement pas de pommes de terre, c'est pas pour moi. Mm. Et donc, tout à l'heure, c'est pour revenir à ce que tu disais enfin, sur ce que tu commençais à flécher sur les étages de l'autonomie.
moi, je le fais pas pour moi, je le fais pour le hameau, je le fais en fait pour le village. Et que là, je sais qu'il y a plein de producteurs de fraises. Ben voilà, ben mes plants de fraises, j'ai pas eu le temps trop de les planter, ils sont très mal en point. Ben je sais que je pourrais éventuellement troquer contre des plants de fraises ou je sais pas quoi. Ouais. Donc voilà, mais c'est tout à fait juste. Et j'aime bien cet exemple que tu cites. L'autre jour, on était avec tout un tas de personnes là qui sont des pros de d'effondrement. On était à Paris pour une réunion. Entre autres, il y avait Laurent Testo. Et Laurent Testo a posé une question dans un petit atelier qui était de dire pour les gens qui étaient présents, quel était un fait historique qui représentait le mieux l'effondrement. Et pour moi, la notion, ce qui s'est passé pendant la guerre 39-45 est hyper important, et ce que tu signifiais, c'est que c'est des gens qui ont su faire après, avec le rationnement, avec peu, et qui avaient cette notion de ce qui était nécessaire, ce que je voulais vous expliquer dans ma liste de 2 minutes du besoin essentiel. Et tu vois, en fait, cette vision de ton arrière-grand-mère ou ta grand-mère qui dit 3000 L'arrière-grand-mère, mètres ouais. carrés, ouais, 3000 mètres carrés, on peut faire de la patate, mais c'est des gens qui avaient une posture qui, pour moi, va énormément manquer en fait à la société aujourd'hui. Parce que, bon, ben, je pense qu'elle est plus de ce monde, Gilles, ta grand-mère, en fait, Oui, c'est non, si. depuis longtemps, hein. Ça fait Ouais, plus de 30 ans voilà. qu'elle est plus Et de ce monde. on est en train de perdre, on est en train de perdre là les dernières personnes qui ont connu ça et qui avaient ce côté très pragmatique parce qu'à un moment, ils avaient été en rupture de quelque chose. C'est ça. Et en sachant que pour moi, et pour d'autres personnes, ce qui risque de se passer après le déconfinement et avec la crise et tout ça, risque d'être encore plus dur. Alors pas parce qu'il n'y aura pas de front, il y aura pas, enfin on l'espère, il n'y aura pas de front, il n'y aura pas il y aura pas de massacre de ce type-là, mais il y aura des situations extrêmement critiques, entre autres sur le plan alimentaire, et ce type de posture va nous manquer, quoi. Des gens Mm. qui vont courir après des objectifs en disant j'ai besoin de ça alors qu'ils n'en ont pas, besoin. Mm. Bien sûr. Euh, si on regarde l'autre jour, il y avait une émission qui était bien avant en fait tout ça, qui était passionnante sur France Culture sur les producteurs en fait de betteraves sucrières, où il y a eu des coopératives qui se sont montées et tout ça. Ils ont fait le calcul qu'aujourd'hui, je crois qu'en fait, ils vendraient le sucre 5 fois plus cher si le désherbage devait être fait à la main. Ouais. Tu vois, et alors que c'est qu'une toute petite étape dans le process qui permet de faire la betterave qui elle-même est après transformée en sucre. On ne consommera jamais autant de sucre que ce qu'on a Mm. consommé en fait jusqu'à présent. Pourquoi? Parce qu'on n'aura pas la ressource, parce qu'une grosse partie du sucre vient des îles avec la canne à sucre et puis une partie est transformée là, mais tout ça est tellement énergivore qu'on n'aura pas Mm. l'énergie nécessaire pour ça, ou on n'aura pas les finances pour payer tout ça, quoi. C'est sûr, c'est sûr. Alors, comme le temps passe et que je vois qu'il y a, ouais, il y a beaucoup de remarques là, et puis quelques questions aussi. Donc, je vois quand tu parlais du locavorisme, je vois que Alain nous a donné une référence de B. Kingsolver au sujet des locavores, mais aux États-Unis. Donc là, D'accord? je ne sais pas si tu connais cette référence, Non, Pierre. Moi, non, je ne la non, connais pas. non. Voilà, donc là aussi, quelqu'un qui nous donne une autre référence de Permabox Ressources Permaculture, manuel pratique de la culture maraîchère, oui, de Moreau et d'Averne, ce que tu citais. Voilà, c'est le Ouais, lien vers le livre de Moreau et d'Averne que tu citais tout à tout à l'heure. fait. Alors, une Euh, précision. Attends, Gilles, une ouais, vas-y, précision. vas-y, vas-y. En fait, il y a 2 PDF qui circulent et il faut savoir en fait qu'il y a un PDF où il manque une page, d'accord? De ce livre de Daverne et Moreau. Et que l'autre version qui est de moins de bonne qualité, qui a été scannée, par contre, elle a cette page-là. Donc, si de mémoire, je crois que c'est la page 94. Je suis pas sûr de mon coup. On le mettra dans les commentaires, hein, Gilles. Ouais, Hein, ouais, on d'accord. fera le truc. Donc, il manque une page, mais qui est accessible sur un autre PDF qui est de moins bonne qualité. Fin de De toute façon, parenthèse. je mettrai déjà les liens, ou les liens en tout cas voilà, en commentaire dans l'article sur le blog et aussi sous la vidéo Super, Gilles. sur Super. YouTube. Alors, Alain nous dit qu'un de nos gros boulots, c'est repêcher les savoir-faire des anciens pour transmettre à la jeunesse. Mais ça rejoint ce que tu viens de dire là sur les gens qui ont connu la guerre. Hein. Mmh. Jacques Variengien nous dit que Paris tiendrait 4 jours apparemment, donc je pense que c'est un siège, je pense. Voilà, donc effectivement, ce serait vite plié. Alors, Alain, à nouveau, la question des céréales sur la petite surface, la quadrature du cercle. Et il suggère apparemment l'amarante, donc effectivement, Absolument. ça fait écho un peu à ton changement d'approche là, vis-à-vis par rapport à La pomme voilà, aux de terre. priorités au niveau culture, ouais, que tu Absolument. voulais plutôt partir sur des céréales et du coup tu pars plus sur la pomme de terre, donc effectivement ça rejoint un peu ça, quoi.
Alors Muriel nous dit que le lupin est très intéressant en termes protéiques. Alors lupin, cela dit, c'est uniquement sur les terres acides, mais c'est vrai qu'ici sur le Massif central, ou peut-être chez toi d'ailleurs, chez toi en Dordogne, je pense que tu es aussi sur des terres acides, donc pourquoi pas. Mmh. Voilà. Après aussi, il faut qu'on sache le manger, le lupin, hein. Je sais que personnellement, bon, étant fils de pied noir, je sais qu'on peut le manger sous forme de tramousse, par exemple, hein, de lupins qui sont marinés, quoi, mais je sais pas trop, je ne connais pas Il y a de la beaucoup. farine de lupin. Oui, farine de lupin, c'est vrai qu'on peut faire de la farine de lupin également, c'est vrai. Ouais, Il y a de la farine de lupin, ouais, c'est vrai, c'est vrai. effectivement. Alain, à nouveau, nous dit pas d'autonomie sans interdépendance. Pour ça rejoint aussi tout à fait ce que tu disais. Alors, Daryl, alors là, c'est un commentaire, une question peut-être un peu plus originale. N'est-il pas temps de développer les échanges via la monnaie libre? Alors, peut-être déjà faudrait-il définir la monnaie libre. Donc là, j'imagine que tu parles, Daryl, de ce qu'on appelle la June notamment. Donc, c'est effectivement cette monnaie. Donc, je ne veux pas rentrer dans tout le processus de création monétaire, mais effectivement, c'est une monnaie dans qu'on va créer, d'autant plus qu'il y a beaucoup de gens qui l'utilisent en fait, hein. Voilà, le principe de création monétaire est assez intéressant. Après, voilà, effectivement, ça fait peut-être pas, ça fait partie. Je pense que la question monétaire, bon, je propose qu'on ne l'aborde pas dans le cadre de cette Ouais, conférence, ça va que être ça va nous amener compliqué très là. très loin. Mais je trouve aussi que c'est un sujet absolument passionnant. Et Ah oui, oui, d'ailleurs, oui. d'ailleurs, demain justement, après-demain, je dois faire justement une interview pour le sommet des Oasis qu'organise Muriel Lequien, justement sur ces questions monétaires qui sont absolument fondamentales. Donc là, je propose qu'on n'en parle pas aujourd'hui parce que ça nous amènerait beaucoup trop loin, mais en effet, c'est très intéressant. Muriel, ben justement, Muriel, puisque je parle d'elle, on pourrait parler de pourcentage d'autonomie et comparer la génération d'avant à celle de maintenant. Je vois des papis du coin au Portugal qui sont quand même sacrément autonomes, poules, lapins, pigeons, cochons, légumes, fruits, huile d'olive, comparé à la génération d'après partie à la ville. Hein, donc effectivement, je ne sais pas si tu as des choses à rajouter peut-être sur ces histoires de pourcentage d'autonomie. Pour moi, c'est super difficile en fait Hmm. à calculer, mais c'est vrai que c'est vrai au Portugal, c'est assez saisissant. C'est un retour qu'on m'a fait là aussi récemment, et ce qui s'est passé en Grèce. Et il y a un exemple qui pour moi est hyper important, c'est ce qui s'est passé à Detroit aux États-Unis, Mhm. où Oui, il ne faut pas le cacher, il y a une grosse partie de la population qui est partie, c'est parti, ouais. et ce qui est resté, c'est la population la plus pauvre. Et pourtant, Detroit, c'est relativement au nord, hein, en fait, dans les Ouais. États-Unis, Mhm. et ils sont arrivés quand même à un taux de résilience. Encore une fois, c'est quoi l'autonomie? Enfin, l'autonomie, étant donné que c'est la rencontre du point des moyens sur les besoins, euh, tant qu'on ne fixe pas les besoins, moi, je ne sais pas se fixer en fait le taux de pourcentage d'autonomie. Je ne sais pas que je ne veux pas répondre à la question. Je ne sais pas si je suis Mhm. clair dans ce que j'explique, Gilles. Non, mais je pense effectivement c'est compliqué de donner un chiffre, hein, mais je trouve que c'est intéressant, oui, de parler effectivement l'idée de Detroit, effectivement, la comparaison avec Detroit est très intéressante. Ouais. Effectivement. Alors, donc, Mandragore ou Fractal Chaos, je sais pas, un des deux, puisqu'ils sont sous le même, sous le même pseudo. Oui, le local a remarqué que, comme par hasard, on ne voit pas la bande d'ineptes qui dirige et squatte les postes de pouvoir au sein de l'État français prôner la consommation locale. Alors, eux, peut-être pas, mais les grandes surfaces, quand même, ont l'air quand même de le faire. Je sais pas, je me rends pas compte. Est-ce en ce moment, quand même, ils acceptent l'idée de se retourner un peu vers le local, quand même, il me semble. Ouais, enfin, Bon, ça reste timide, bien sûr, hein. ouais, mais enfin, pour moi, ce qui est important quand même dans la situation actuelle, et ça, c'est essentiel, sans nous amener sur des discussions, c'est qu'aujourd'hui, les gens se rendent compte qu'ils reprennent du pouvoir sur leur vie. C'est-à-dire qu'en étant autonome, c'est reprendre du pouvoir sur sa vie. Et moins on délègue de choses, plus on reprend du pouvoir. Alors, c'est Mm, pas sans contrainte, hein, mm, parce qu'il y a une chose en fait sur laquelle moi j'insiste beaucoup, c'est la pénibilité. mm, C'est le fait qu'il y a quasiment pas de backup. Vous plantez vous ratez vos récoltes, c'est ce que vous consommerez pas, et si vous n'avez pas d'argent, ça risque d'être compliqué pour vous mm, quoi derrière. Donc aujourd'hui, l'interface qu'on a connue tous, c'était l'argent. Étant donné que cet argent aujourd'hui va valoir beaucoup moins et sera, si ça se trouve, moins universel, enfin pas pour tout, bah forcément, ça va faire bouger des lignes des mm. lignes profondes. Effectivement. Vraiment. Mais d'ailleurs, on voit, enfin, au niveau du pouvoir politique, hein, je vois, j'ai eu la grande surprise que le Midi Libre m'interroge pour annoncer cette conférence ce soir. Donc le Midi Libre, donc pour ceux qui ne sont pas dans le sud de la France, c'est le quotidien de la région, l'ancienne région de Languedoc-Roussillon, grosso modo, et qui me disait que la région Occitanie avait lancé un programme d'autonomie alimentaire au niveau de la région suite au début de la crise. Donc ça va un petit peu dans ce sens-là, quoi. Comme quoi il y a aussi une prise de conscience politique et
Ben voilà, peut-être, c'est peut-être bon signe. Espérons que ça, Ah, voilà, après il faudrait que, que des communes à l'État, tout le monde s'empare de ça, sûrement, mais c'est déjà peut-être quelque chose d'intéressant. oui, 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 oui. Bah, vous remercierez Orca pour le désaxage de la caméra qui Ah oui, ça bref. va, on te voit encore bien. Bon, ok. Alors, Juan, à propos des AMAP, les AMAP sont nées en 2001 dans un contexte très proche d'aujourd'hui, en pleine crise de la vache folle. Alors, quand même, il me semble qu'on n'est pas tout à fait dans le même degré de Mm, crise, il me semble. Il y a mm. effectivement un regard important d'inscription depuis le début du confinement. Ouais, il me semble quand même que la crise de la vache folle n'était quand même pas du tout aussi profonde que celle que nous connaissons aujourd'hui. Bah, Mm. disons que la crise de la vache folle, c'était aussi une crise de confiance. Oui, Donc, voilà. Mm. voilà, ça a été un acte important, mais oui, c'est sans commune mesure. Hein. Enfin, ce qu'on vit aujourd'hui, l'humanité ne l'a jamais connu. Quoi, hein. Ouais, mm. Je Ouais. crois que c'est quoi, un quart de l'humanité, un tiers de l'humanité qui est confinée au jour d'aujourd'hui. Enfin, c'est colossal. Oui, c'est C'est un truc colossal. comme ça. Ouais. Mm. Ouais. Alors, Daryl nous propose de développer ce genre de magasin comme les 400 Coop. Alors, je connais pas ce type de magasin. Je sais pas si tu connais, Pierre. Ouais, moi, je connais pas. Non. Alors voilà, donc là, après, on a toute la liste des, des instruments que les gens emporteraient s'il y avait 2 minutes pour sauver l'incendie. Alors, Jacques, si la solution est un changement de comportement individuel, ça veut dire que le problème est notre comportement. Mais c'est faux, nous sommes organisés en société et le problème est organisationnel, donc politique. Qui décide en démocratie? Les cercles de pouvoir ou les citoyens? Là aussi, ça peut nous amener loin. Je ne sais pas si tu as des choses à dire là-dessus, Non, mais mais c'est vrai. encore une fois, enfin, à partir du moment où, et je fais aucune politique, à partir du moment où Ah bah si, c'est plus rien que le fait l'argent. d'être là ce soir, tu fais de la politique, hein. Oui, j'en suis complètement conscient. Mais non, mais à partir du moment où les gens estimeront que l'argent, et puis parce que sur le terrain, ils verront que l'argent, c'est plus l'interface à tout, voilà, il y aura forcément moins, il y aura moins de choses qui seront en fait tout en haut. Il y aura forcément les potagers, s'ils naissent de partout, ça sera des choses sur lesquelles ben, les États auront moins de pouvoir, Hmm. très clairement, Ouais, très effectivement. clairement. Ah, d'ailleurs, il y a Fractal Chaos qui en remet un coup sur les cercles hyper méga restreints de pouvoir. Ok. Alors, Alain, qui dit qu'il est temps de se réapproprier les sols de l'espace public en ville, jardiner les pelouses, y planter des fruitiers. Effectivement, ça aussi, c'est des grands projets. J'ai une anecdote là-dessus. Je connaissais quelqu'un qui avait travaillé sur un projet justement d'espace vert dans des quartiers plutôt populaires, plutôt pauvres d'Angoulême. Ouais. Et ils avaient proposé justement d'y mettre des fruitiers. Et la réaction d'une des élus qui s'occupait de ce projet-là, mais s'il y a des fruitiers, mais les gens vont ramasser les fruits. Comme si c'était un problème que les gens aillent ramasser les fruits sur les fruitiers qui étaient dans les parcs publics. Alors que c'est justement l'objectif. C'est peut-être intéressant de voir ce décalage qu'il peut y avoir parfois Ah mais entre les réalités du alors, alors, terrain et la politique. alors Enfin, merci Gilles parce que ouais. tu fais une passerelle géniale. Je rappelle quand même l'histoire de la pomme de terre. Quand Parmentier Effectivement. est arrivé en fait en face de Louis XIV, il lui a dit Sire, s'il vous plaît, cultivez ça dans des terrains qui sont autour de la ville, faites garder les terrains toute la journée et faites relever la garde la nuit. Pourquoi? Parce qu'il espérait que les gens viennent voler des pommes de Mm. terre et c'est ce qui s'est passé. Et c'est comme ça qu'en fait que cette tubercule, elle a été dans tous les jardins. Donc, ben, mais tant mieux que les gens viennent voler Bah ou oui. prendre des fruits sur des espaces publics. De toute façon, on risque de se retrouver devant un problème majeur. Donc, il vaut peut-être mieux avoir ça que plutôt qu'ils descendent dans la rue et qu'ils pillent, je sais pas quoi, des supermarchés ou je sais pas quoi. Enfin, ça me semble. Voilà. Mais c'est vrai. Et on se rend compte que dans de ces initiatives, moi, j'ai travaillé avec une association qui aussi a fait la même chose en périphérie de Lyon. On se rend compte que le fait de mettre dans des quartiers sensibles des poules, des choses comme ça, et ben, ça amène vachement de respect. Bien sûr. Ça, c'est intergénérationnel, c'est interethnique. Enfin, voilà, pour moi, c'est des projets qui sont extrêmement porteurs. Alors forcément, bah, ça marche pas tout le temps. Il y a des choses qui, sur certains endroits, poseront des problèmes. Bah ouais, mais on ne peut pas en faire une généralité. Quand on Bien regarde sûr. en moyenne, ça marche plutôt bien. Et je pense que dans le contexte qu'on va connaître, ça va marcher d'autant mieux. Ouais. Et puis, effectivement, et puis ce serait bien aussi d'encourager les gens. Moi, j'ai deux anecdotes comme ça sur la ville de Montpellier.
Une fois, quand j'étais à Montpellier, à Jacou, donc c'est une petite ville vraiment qui touche Montpellier, une banlieue de Montpellier, où il y avait, je pense, une ancienne oliveraie qui s'est transformée en jardin public. Et j'étais passé au mois d'octobre, et évidemment, tous les oliviers étaient chargés d'olives, ou novembre, c'était voilà, enfin, la période des olives. Et c'est vrai qu'à part une famille de Maghrébins, j'ai vu personne ramasser les olives. D'ailleurs, j'ai moi-même ramassé quelques olives là pour un... Et là aussi, effectivement, comme tu dis, il faut, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, apprendre à cuisiner, il faut aussi apprendre à les préparer ces olives. C'est pas forcément Mmh, évident, mais bon, mmh, ça se fait. C'est pas non plus très mmh, compliqué, hein, ça s'apprend. Surtout aujourd'hui avec Internet, c'est assez facile de trouver des recettes assez faciles. Mais voilà, c'est bon, c'est intéressant de voir que quand même peut-être des Maghrébins qui étaient peut-être encore plus, encore un peu au contact justement. Je sais pas s'ils étaient nés au Maghreb ou pas, mais du coup ils avaient peut-être plus ce lien à la terre que n'avaient peut-être les populations qui étaient là. Et une autre fois aussi dans l'agglomération montpelliéraine également, donc là à l'autre bout, c'est à Saint-Jean-de-Védas, il y a un immense parc qui est au terminus du tramway, donc extrêmement facile d'accès. Au mois d'août, j'ai eu la surprise de voir des figuiers chargés de fruits, des murs, enfin des ronces chargées de mûres, et que personne n'allait ramasser. C'est assez incroyable. Bah, Voilà. nous, on a vécu ça cet été. On était au camping à côté du projet 33. On avait le jardin qui crachait des tonnes de légumes. Et au bout du camping, il y avait un prunier mais qui croulait. Et les gens étaient tout contents alors que du camping, qu'on leur donne des prunes et on leur disait, mais vous pouvez faire la même chose, c'est là à 50 mètres. Et les Mais gens oui, bien sûr. faisaient pas le rapport, quoi. C'est Ah dingue, ouais. c'est dingue. Ah oui, bah oui, c'est ça. Mais là, il y a tout un, effectivement un processus de réappropriation de toutes ces ressources, hein, qui est à faire, hein. Donc Muriel à nouveau qui nous dit: je plante très bien encore des arbres style châtaignier, noyer, mais c'est un peu tardif, ça attendra l'automne, effectivement. Alain, là, on nous parle des légumes racines, je pense, là, par rapport à l'autonomie, je pense, Dimitri, je voudrais bien qu'il pleuve. Depuis un mois qu'il n'a pas plu. Sniff, pas sûr que mon jardin en permanence serve à nourrir cet été. Effectivement, c'est vrai que là, je me demande si on n'est pas en train d'avoir le même schéma qu'on a eu en 2011 avec un début de printemps extrêmement sec. Et effectivement, ça, c'est après très défavorable pour les cultures. Mais là, bah, du coup, peut-être un petit point technique, hein, c'est un peu le problème de vouloir se mettre au défi de faire des jardins sans irrigation. Il faut faire très très attention à ça. Globalement, enfin, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits en France, je pense, où on peut vraiment se permettre de faire un jardin sans irrigation. Voilà, l'irrigation, Ouais. elle reste nécessaire. C'est là où, si tu veux, moi je trouve qu'il y a un peu les limites dans les cercles Mm, de permaculture et je mm, crache pas dans la soupe. mm, C'est qu'il y a des gens, enfin ça devient très dogmatique et je veux dire, il y a aucun souci. Oui, il faut mettre du carbone au sol parce que ça mm, permet de stocker de la molécule d'eau. Il n'y a aucun problème par rapport à ça, ça amène des champignons. Mais si vous tirez avant, en fait, quand votre sol, à un moment, vous, vous tirez, Orca, viens là. Viens là. Voilà, il y a un animal qui est passé. Viens là, ma belle. Si vous tirez, si vous tirez en fait un goutte à goutte sous votre paillage, mais vous allez économiser mais des tonnes de litres d'eau. Et ça serait trop bête que vous passiez de cette mm, technique que quasiment tous les maraîchers de toute façon utilisent. Donc, je trouve que il y a un côté dogmatique qui va vite être abandonné si mm, les gens doivent produire, hein. bien sûr. Oui, c'est sûr qu'il ne faut pas labourer, c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, ça ne m'a pas fait du tout rire de fraiser, mais je préfère fraiser une fois et partir sur quelque chose Mm, de propre. Et puis après, en fait, entretenir, mettre des couverts végétaux, tatati tatata, qui fait que je ne le ferai plus jamais. Mais au moins, je suis sûr de mon premier résultat. Et mm, puis voilà, et puis demain, je le ferai avec des chevaux. Et puis je vais pas y aller comme un malade à fraiser 50 fois, à retourner ouais, et tout ça. Donc on sait où on va et on peut se permettre. Oui, c'est mieux d'acheter ces graines chez Cocopelli. Mais si vous n'avez pas le temps, il vaut bien mieux aller acheter ces plants, et je ne fais pas de provoque, chez mm, Leclerc, acheter ces plants tout faits parce que vous n'avez pas accès à un pépinériste ou je ne sais pas quoi, que vous n'avez pas les finances. Il vaut bien mieux aller acheter du hybride et fin chez Leclerc en plan que plutôt d'attendre un an que d'acheter les super graines Cocopelli. L'un n'empêche pas l'autre. Voilà, l'un absolument. Non, mais n'empêche ça, pas l'autre. c'est intéressant. Toujours de la modération, effectivement, dans ses choix. C'est important d'avoir de la nuance. C'est très, très important, effectivement. Mm, Et le sens des priorités. Aujourd'hui, absolument. la Mm, situation fait qu'il va falloir qu'on crache de l'alimentation. c'est Donc, ça. tant mieux si Cocopelli ils vendent plein de. Et puis Biogerm, et puis tous ces gens-là vendent plein de semences. Je suis pour à fond les semences originelles, mais pas au détriment que les Mm, gens aient faim, quoi. Donc, n'ayez pas de scrupules,
ne culpabilisez pas si vous êtes coincé. Et moi-même, je l'ai fait. L'année dernière, dans le projet 33, j'ai pas de honte de dire qu'on m'a donné des plans, certes, et que je suis allé acheter des plans en grande surface parce on avait été coincé. Il n'y a pas Bien de sûr, souci avec ça. bien sûr, c'est clair. Oui, absolument, hein, c'est important d'apporter de la nuance. Ouais. Alors oui, ça c'est comme tu parlais tout à l'heure de la conservation, je vois qu'il y a Mandragore qui fait de la lactofermentation, Muriel du séchage aussi, effectivement. Oui, Sylvie, dissécation, ouais. Sylvie nous dit juste avant le confinement, avec les jardiniers des jardins partagés et tous ceux qui le souhaitent, nous avons créé un verger partagé à Saint-Cast de Guildo. Alors je ne sais pas du tout où c'est. Je compte bien lancer le projet dans mon village à Bossé-sur-Mer. Donc c'est quelque part sur le littoral, mais je ne sais pas trop où. Je ne sais pas si c'est en Provence ou, ou en Bretagne ou ailleurs. Mais voilà, en tout cas, Bretagne. c'est quelque part au bord de la mer, en tout cas. Voilà, effectivement, voilà, c'est intéressant. Effectivement, j'avais un verger partagé, super. Ouais, Dimitri nous dit le frigo marocain pour conserver légumes et fruits. Donc le frigo marocain, si mes souvenirs sont bons, je crois que c'est avec une jarre poreuse, il me semble. c'est ça. C'est un truc comme ça, C'est ouais, c'est ça, ça. c'est le principe en fait de l'évaporation Ouais, et qui crée en fait du froid. mhm, Donc c'est tout simplement deux contenants l'un dans l'autre, un contenant poreux qui permet à l'autre de s'évaporer et donc mhm. de maintenir une température. Ça marche très très bien, hein, Oui, très ça très c'est bien. un contenant hermétique, ensuite et puis de l'eau et puis un contenant poreux, c'est ça? Non, Ouais, enfin, il c'est y a ça, du il y a sable trois couches. souvent Oui, entre les ou deux, du sable entre les deux entre contenants. Ouais, ouais, les deux. d'accord. Et donc on remplit Entre le les deux. sable d'eau, c'est ça, ouais. Voilà, et donc Ok. le principe, c'est que de remettre de l'eau régulièrement, si possible Mhm, un peu fraîche, et donc en laissant au soleil, mhm. automatiquement, ça crée du froid, L'évaporation, bien en sûr, fait, bien sûr. ça crée un point de rosée. Voilà. Effectivement. Merci Dimitri, ouais, pour cette idée. Alors, Sylvie, d'accord pour lancer des ateliers de cuisine de conservation. Ah, ben voilà, c'est bon à savoir, hein, pourquoi pas. Ah, éventuellement, si tu veux, mon blog est là. Si tu veux écrire quelque chose pour proposer tes services, hein, voilà, tu es, tu es bienvenu. Donc, je vois qu'il y a déjà Charlotte qui est très intéressée par ce que tu fais. Jean-Luc, nous avons démarré un projet dans notre village avec des voisins et le confinement donne raison. Il y a de l'entraide, c'est super, génial. Voilà, Sylvie donne ses coordonnées, même si vous voulez. Voilà, vous pouvez les noter. Tac, tac. Alain, planter les topinambours sur tous les pourtours d'arbres. Après, les topinambours, il faut arriver à les digérer quand même. Mais alors, effectivement, tu parles de topinambours. C'est vrai qu'il y a quand même toute une gamme de légumes tubéreux qu'on ne connaît pas forcément et qui est aussi intéressant à tester. On connaît surtout la pomme de terre, mais effectivement, on connaît aussi le topinambour qui a l'avantage d'être très facile à cultiver et bon, qui a laissé de très mauvais souvenirs à toutes les générations qui ont connu la guerre. Mais Ouais, après, il y a absolument. aussi plein d'autres plantes tubéreuses, des persils tubéreux, des glycines tubéreuses, des ocas, etc. Voilà, on a plein de plantes tubéreuses aussi qui sont à tester pour tout ça. Après, Tout à bon, fait. dans les pourtours d'arbres, pourquoi pas, ou ailleurs, hein, même leur réserver des parties entières du jardin. Mais effectivement, sur ces légumes tubéreux, il y a beaucoup de choses à redécouvrir. Bah, disons que ça permet de tester l'agroforesterie à petite échelle. Quand on plante sous les arbres, c'est ça qui est intéressant. Je mets une veste, hein, je ne pars pas. D'accord, ça marche. Euh, Hélène nous dit rares sont ceux qui supportent la pomme de terre, nous n'avons pas la génétique pour. Je suis un peu étonné. Alors là, bon, peut-être tu nous diras peut-être plus tard quels sont les. Alors, je ne sais pas si toi tu es au courant de ça, Pierre. Je connais. Ouais, en fait, Ouais. ce qu'il y a, c'est que, c'est que si tu veux, dans toutes les médecines alternatives, ils remettent quand même beaucoup en question les céréales, On les te voit pommes plus de du tout là, terre. Pierre. On te voit plus du tout. Ouais, attendez, attendez, là, j'ai Voilà, changé. Là, super. j'ai mis du rouge, là. Oui, en fait, voilà, ils considèrent que ce sont des aliments qui n'apportent pas grand-chose, en fait. Alors, ça amène de l'énergie un peu C'est ça. brute comme le sucre. Voilà. Après, je vais dire, voilà, tout est une question de priorité. Mm. Si les gens ont faim, Mm. je pense en fait qu'ils mangeront quand même des patates. Ils sont bien contents de manger des C'est patates. clair. Voilà. Il faut, enfin, je veux dire, pourquoi ces légumes, pourquoi ces tubercules, entre autres, sont apparus en fait en masse, c'est que à chaque fois, ça a permis de résoudre des problématiques de famine ou des choses comme ça, hein. C'était le cas quand Parmentier est revenu. Bon, Mm. voilà, il y avait. Je crois qu'on Mm. était allé au petit âge glaciaire, hein, C'est ça, Gilles. oui. C'est pas Mais ça? 18e siècle ou 18e, bien sûr. Ou 19, 17, même 17e, je sais plus. Ouais. Mm. Ouais, effectivement. Ouais.
Alors là, il y a une question peut-être plus personnelle pour toi, Pierre. Peux-tu nous parler de ta parcelle, habitat, surface cultivée, rapport aux arbres, animaux, outils? Alors bon, on est un peu au stade projet encore, puisque tu débutes à peine, mais que. Moi, je suis un peu embêté parce qu'aujourd'hui, je me monte en agricole. J'ai 15 hectares. J'ai 7 hectares. J'ai 7 hectares de forêt. J'ai 7 hectares de terrain plat où j'ai un peu plus d'un hectare d'étang. C'est pas du tout représentatif de ce que je pense comme modèle parce que c'est trop grand par rapport en fait à ce que j'expliquais à mon modèle de 6 à 8 personnes, là, comme je le disais Mhm, au début de la conférence. C'est parce que il y a d'autres volets que je rajoute à mon projet, qui est un volet professionnel, entre autres, pour expérimenter des choses, entre autres sur les céréales au niveau de la traction animale, voilà, de collecter. Moi, je suis vraiment dans cette démarche de partage et donc de mhm, tester et de ne mhm, parler que de ce que j'ai testé et bien mhm, testé. Voilà. Donc aujourd'hui, on a intégré une partie des terrains qui font 4 hectares et demi, où on a 3 étangs. Et bon, on a été un peu pris de court. On voulait monter une très grosse serre, et puis finalement, ben, nous, on a des problèmes d'eau ici. Voilà, on a créé, par exemple, là, je suis en train de créer un énorme jardin mandala, alors que je suis complètement contre les jardins mandala, mais je le fais pour des questions pédagogiques, parce que c'est beaucoup plus simple en fait, que chaque segment représente en fait un mois de plantation. Il y en aura 18, donc il y a des mois où on aura deux segments pour dire que là, il faut plus planter que d'autres. Voilà, donc on est en train de faire plein de choses. On a intégré la traction animale et ça, c'est passionnant et ça a énormément, énormément de choses. Voilà, on en est au tout début, hein, on travaille vraiment énormément. C'est très mhm, fatigant, mais on est très content de le faire. On vit dans des conditions, je dirais pas précaires, mais on vit dans une caravane de 12 mètres carrés, sans quasiment de chauffage. On veut pas d'eau, on veut pas être lié au réseau électrique ni au réseau d'eau potable. Donc on se lave, on consomme en fait l'eau de l'étang avec des filtres. Et puis on va avoir une petite production énergétique avec des panneaux solaires. Voilà. Mais on a tellement été pris de court. Moi, je voulais absolument atteindre un certain niveau, entre autres électrique, parce que ça me complique beaucoup, beaucoup les choses pour le bricolage. mhm, Mais on a tellement été pris de court par l'alimentaire que du coup, on a complètement revu notre copie et qu'aujourd'hui, on fait tout pour cracher des légumes. Là, je viens de mhm. planter 360 salades, je viens de planter plus de 1000 oignons, 50 kilos de patates, on a planté 400 arbres fruitiers, enfin voilà quoi. Ouais. Super, 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 merci beaucoup. Alors Bruno, près de Marseille, climat sec et terre calcaire argileuse, une question, je semais pas mal de trucs, carottes, salades, radis, épinards en pleine terre, mais ça sèche vite. J'ai un peu paillé 1 centimètre pour pas que ça sèche trop vite, mais j'ai peur que ça empêche de germer, qu'en penses-tu? Alors peut-être déjà, bon, là c'est vrai que c'est une question plus technique, vraiment jardinage, c'est vrai que c'est pas forcément le thème d'aujourd'hui, mais juste un petit mot là-dessus quand même, c'est que surtout sur des paillets, ça va pas suffire, hein. Là, il faut absolument arroser, hein. Un semis de carottes, il faut le maintenir humide, sinon ça ne marche pas, quoi. Donc Ouais, là, c'est clair. c'est absolument indispensable qu'il y ait un peu d'aspersion pour arroser tout ça, quoi. Ou Et puis, d'arroser avec et la pompe puis, de l'arrosoir, hein. et puis pour moi, vraiment, il faut détacher trois phases. Il y a la phase de germination, et il y a la phase en fait de pré-développement et il y a la phase en fait de maturation. Or aujourd'hui, moi, je suis sur des techniques où je fais tout en godet. Et d'ailleurs, ma dernière Mm, publication, quelques minutes avant, je vais même planter du maïs en godet mm, pour le mettre en fait sous couvert végétal après derrière. Nous, on fait tout mm, en godet parce qu'au moins déjà, il n'y a pas ces questions. On peut laisser pailler, mm, on peut laisser en fait les cultures beaucoup plus tard dans les planches et du coup les enlever, voire même en fait faire de l'intercalaire entre. Enfin, voilà, enfin, après, tu sais, Gilles, tu es venu chez moi. bien sûr, Moi, je suis un fanat de la matière organique. Je mets des c'est tonnes et des clair. tonnes de matière organique au sol. Mais je sais que la contrepartie de ça, c'est que je suis obligé de tout faire en godet parce que sinon, rien ne lèverait. Je peux jamais quasiment semer dans le sol. C'est pas la peine. Ça percera jamais. Ouais, mais effectivement. Non, mais c'est vrai que c'est souvent plus difficile les semis en pleine terre. Après, j'ai quand même remarqué pour une plante, j'ai remarqué pour tout ce qui est la courge, j'ai remarqué qu'il y a des terrains où ça marche mieux en repiquage, des terrains où ça marche D'accord, mieux en semis. Je ne sais pas pourquoi, j'ai pas l'explication, c'est juste un constat, d'accord. je ne sais pas pourquoi. Mais effectivement, tout ce qui est petites graines, effectivement, ça peut être pratique. Bon, la carotte en godet, ça doit pas être évident quand même, mais je me souviens quand j'avais visité les fraternités ouvrières de Moucron, ils disaient qu'à part les carottes et les navets, ils faisaient également absolument tout en godet ou en mini-motte également.
Ah, mais, Ouais. mais Ouais. les carottes, il y a une expérience suisse qui est absolument géniale. Tu as vu qu'en fait, ils replantent les carottes qu'ils avaient récoltées. Tu as déjà vu ça, en fait? Non, je connais pas, non. Donc, ils sortent des carottes. Et si vous sortez, en fait, des petites carottes, il n'y a aucun problème. Vous les Hmm. laissez grossir comme un radis. Il n'y a aucun problème pour les repiquer derrière, hein. Ouais. Ouais, comme une pomme de terre, quoi. Comme les pommes de terre Ah ouais, ouais, qu'on aucun va problème, réutiliser en aucun semence. problème, Ok. aucun problème. Ok, alors voyons voir. Oui, alors Oui, les Dimitri. haricots verts en godet. Ah, les haricots verts, moi, j'adore les faire. Je ne raconte pas de conneries dans les chenaux. Vous savez, là, les gouttières qu'on met sous les trucs. Il faut que je fasse une vidéo là-dessus. Ah, j'ai une Mhm. technique qui est absolument fantastique. C'est-à-dire que je mets mon terreau dans mon chenot, clac, 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 je plante mes haricots, et après, je prends mon chenot de 2 mètres, je fais un trou dans la terre et je déroule mon chenot. Je ne sais pas si vous comprenez Excellent. ce que je suis en train de faire. Ouais, je vois, ouais. Excellent. Mais ça marche trop bien. Mais les haricots, mais arrêtez, faites pas les haricots en pleine terre. Vous les plantez comme ça. En plus, pouvez les faire vachement plus pivotants parce que vous pouvez creuser beaucoup plus loin. Donc, du coup, vous les butez en automatique, quoi. Ça marche trop bien, trop, trop bien. Ok, super. Ça m'intéresse d'en savoir plus sur ces techniques-là. Alors, Muriel confirme qu'effectivement, il manque les pages 94 et 95 donc ouais, sur les maraîchers parisiens. Là. Dimitri nous confirme qu'il y a des super trucs bio à base de lupin. Ok, donc ouais, Fractal Chaos, pareil, qui est les pages 94 et 95. Je vois qu'il y a des lecteurs de cet ouvrage ici. Pour le lupin, le faire en saumure comme les olives, oui, c'est ça que j'appelais les tramousses. Là, je sais pas, peut-être qu'il y a sûrement un autre nom au Portugal. Ça, c'est le nom pied noir, en tout cas, que les. euh, Ah, et voilà, Juan aussi, tu sais, il y a du monde qui a été voir là sur le PDF, qui a été voir quasiment en même temps, les pages 94 et 95. Quid de la complémentarité produits végétaux, produits animaux, primordial au niveau nutritionnel et écologique, de Hélène. Alors, est-ce Nous, que tu as des choses à rajouter là-dessus? ouais, enfin, nous, on se cache pas qu'on a des chevaux, on a des chevaux de trait, on a des chevaux de travail, qu'on a des poules, qu'on se sert énormément des poules pour travailler le sol, pour nous préparer, pour nous hacher la paille, pour nous nettoyer des zones et tout ça. On va essayer de prendre, et j'embrasse, je ne sais pas s'ils nous regardent là, Fanny et Hervé, qui sont des copains maraîchers, qui ont des cochons du Kuni Kuni. Je ne sais pas si vous Mhm. connaissez en fait ce cochon. C'est un cochon qui vient des îles et qui est un cochon végétarien. Alors, bon, Fanny et Hervé, vous nous en réservez un, s'il vous plaît, et puis j'essaierai de trouver une autre source. Voilà, donc oui, et puis de temps en temps, peut-être en consommer un. Après, nous, avec les œufs, on se rend compte que la charge protéinique, on peut très facilement en fait se la faire et que si vous avez un très grand parcours, vous offrez un très grand parcours à vos poules, bon, finalement, la dose de céréales que vous leur donnez est minime et qu'avec une traction animale, vous pouvez autoproduire sans aucun problème vos céréales. Après, je repose le contexte, pas si vous avez comme nous 3 chiens, où là, il vous faudrait normalement 600 poules pour pouvoir en fait les nourrir. Voilà, fin de la Effectivement. parenthèse. Alors, Chankari, je confirme qu'au Portugal, les papis jardinent chacun pour toute la famille et le village, c'est incroyable. Fractal Chaos, donc, qui est d'origine catalane, il me semble, donc lupin très courant et ancestral dans toute la péninsule ibérique, comme la soufa, xufa, choufa ou le souché. Un Muriel, c'est trop bon, c'est la choufa, mais j'arrive pas à la cultiver. Alors je connais pas la choufa, là, je sais pas ce que c'est, je sais pas si tu connais. C'est sûrement une légumineuse qu'on trouve dans la zone méditerranéenne, mais je la connais pas. Lola, à Moulin, le Moulin, donc dans l'Allier, le marché du vendredi matin est autorisé pour que les producteurs locaux puissent écouler leurs récoltes. Également à Bourbon-l'Archambault, dans l'Allier, certains décideurs sont quand même concernés, heureusement. Merci pour ce Ouais. témoignage. En Dordogne, ça redémarre. Enfin, j'ai plusieurs potes maraîchers qui m'ont dit que ça redémarrait avec le respect des règles de confinement, enfin Ouais. des règles des gestes barrières. Voilà. Ok. Charlotte nous dit qu'ils, alors je pense que c'est quand j'ai parlé du programme de la région Occitanie, là ils ont lancé le site Solidarité Occitanie, donc si vous êtes dans la région Occitanie ou à proximité immédiate, peut-être vous pouvez aller regarder ça. Xavier, mon père a grandi avec ses parents et ses frères et sœurs dans les années 50-60 en Haute-Loire, étant totalement en autonomie alimentaire, légumes, fruits, viande, farine, un modèle pour demain. Et c'est intéressant, justement on peut penser les zones montagnardes, c'est peut-être plus compliqué, puis on voit qu'en fait c'est tout à fait possible. D'ailleurs j'ai En- entendu, normalement, bon, même si je crains fort que ça puisse pas avoir lieu, je dois donner une conférence fin juin au Puy. Et la personne qui m'a
qui me demande de venir, m'expliquait que tout autour du puits, il y avait toute une ceinture de vergers qui est aujourd'hui entièrement détruite et construite de lotissements, de ça, qui avait toute une ceinture de vergers qui rendait la ville du Puy totalement autonome en fruits, hein. Donc là, je ne sais pas dans quel coin de la Haute-Loire c'est, puisque j'habite moi aussi en Haute-Loire maintenant. Mais ouais, effectivement, merci de ce témoignage. Alors Galaxy A5, donc je pense pas que ce soit son nom, 50% du monde est confiné. Alors bon, là, le confinement est variable suivant certaines régions, hein. Je sais que j'ai des nouvelles du Togo, par exemple. Apparemment, le confinement, même s'il est confiné, je sais que c'est surtout un couvre-feu, mais le confinement n'est pas total et beaucoup plus compliqué à appliquer en Afrique parce que les gens vivent au jour le jour et c'est beaucoup plus compliqué. Voilà, le Midi Libre est bien meilleur que ce que West France, apparemment. Ok. Dimitri, il emporterait ses guitares, apparemment. Jean-Luc, avec le groupe de voisins, on se pose la question comment protéger le propriétaire et le maraîcher quand le propriétaire accepte de mettre ses terres à disposition. Je ne suis pas certain de comprendre la question. Non plus. Ouais, bon, donc, tant pis, on va passer. Alors, Daryl, la 400 Coop est un supermarché autogéré, coopératif et solidaire à Paris. D'accord, ok, mais je ne connaissais pas. Intéressant. Merci. Elena, oui, Xavier, Rabi Bourguignon parle du système le plus productif et respectueux du sol, l'agro-silvopastoralisme. Alors, est-ce que c'est le plus productif au monde? Il y a plein de différents systèmes qui sont très productifs, mais Mm. voilà, c'est pas toujours évident de comparer d'ailleurs, mais ça fait Mm. effectivement partie des possibilités. Mm. Alors, Galaxy A5 nous dit que les jardins risquent d'être taxés, à voir. Bon, ça, on n'y est pas encore, hein. Aussi faudrait-il que les gens puissent payer les taxes. Et là, si on va vers un effondrement économique, je pense que c'est quelque chose de pas forcément très réaliste, quoi. Mm. Alain, dit tant que les fruits ne tachent pas ma bagnole, c'est bon, d'accord. Le changement par les gens, c'est un idéal à caractère religieux. Si nous devons écoper là où nous sommes, il faut quand même s'occuper de la voie d'eau, qui l'ouvre et qui la gère. Alors la voie d'eau, est-ce que tu parles de Je pense que l'alimentation? je pense que c'est des références au système politique. Ouais, ok. Vous connaissez les assemblées citoyennes locales? C'est Sylvie qui parle. Ce sont des regroupements de citoyens qui se réunissent sur les terres, agriculture, déchets, transport, environnement, pour porter la parole des citoyens auprès des élus et que la démocratie participative, coopérative s'exerce au moins au niveau local. Alors moi, je ne connais pas. Je ne sais pas si tu as une Non plus. expérience là-dedans, non. Mais effectivement, Non. c'est intéressant. S'il y en a à part chez vous, ben, c'est intéressant. Ou pourquoi pas essayer d'initier ce genre de choses. Charlotte, dans notre village des mûriers platanes, les gens ne savent même pas que cela se mange. Alors moi, je peux vous garantir que j'ai un fils qui a 3 ans qui sait très bien que ça se mange et les mûres blanches, il adore ça. Ah, mais enfin, il a pas n'importe quel père aussi. Donc, Ah là, c'est surtout sa mère qui lui a fait aimer, je crois. Mais c'est vrai que... Et puis aussi, il a grandi un petit peu en Ardèche. Et effectivement, là-bas, des murs, voilà, des murs blanches et des murs noirs qui viennent des arbres, et non pas des ronces. Il y en a un paquet aussi. mm. Encourageant le développement de jardins-forêts au lieu de planter de la pelouse, oui, effectivement, pourquoi pas, ça peut faire partie des possibilités. Oui, Daryl, effectivement, avec il cite le site forêtgourmande.fr. Alors, Dimitri Girig, j'ai acheté des Zoya qui vont arriver sous peu, mais j'arrose régulièrement. Alors, effectivement, les Zoya, donc, ce sont ces jarres poreuses que l'on met dans la terre. Alors, effectivement, c'est un gros travail d'installation, mais ça fait partie des possibilités pour irriguer. Alors, l'intérêt, c'est que ça va irriguer en profondeur. Par contre, si c'est pour maintenir humide un semis, comme on l'évoquait tout à l'heure pour notre auditeur de Marseille, ça va pas fonctionner. Par contre, hein, voilà. Ouais. Donc, voilà. En fait, les Zoya à l'heure actuelle, c'est un petit peu comme les buttes et comme les spirales aromatiques. C'est le truc qui est complètement en fait à la mode et tout le monde fait ça à toutes les sauces. Et moi, quand je vois en fait des gens qui fabriquent des Zoya, et ils ont raison d'essayer de faire des choses, mais avec du mortier-colle qui est en fait souvent une bicomposante et qui va larguer des trucs, mais alors vraiment pas Hmm, cool dans le sol. Je comprends pas trop le truc quoi. hmm, Et que c'est les mêmes personnes qui vont vous dire ah non mais moi je veux pas de plastique dans mon jardin. hmm, Ouais bah la colle bicomposant qui est utilisée pour ça, le ciment colle, c'est pas clean quoi. hmm, Donc hmm, les Zoya, je trouve qu'il y a beaucoup de battage qui est fait autour de ça et ça a très vite ses limites. Franchement, ne vous privez pas d'une bonne ligne d'arrosage hmm, professionnelle. Si vous voulez pas mettre du plastique dessous, de toute façon, il y aura forcément un tuyau en plastique. Vous mettez le bête truc, l'asperceur qui tourne. Si vous arrosez par-dessus, vous consommerez toujours plus parce que vous allez commencer à devoir mouiller la paille avant de mouiller le sol. Ouais, donc c'est plus compliqué. Alors que hmm. dessous, c'est génial. Alors, décidément, ça part beaucoup sur l'irrigation, là, puisque Elena nous dit pourtant l'irrigation mène à la salinisation des sols et donc à leur mort quand on fait le croissant fertile qui n'a plus rien de fertile. Alors là, quand même, attention quand même à ces affirmations-là, hein. Mm. Pour que l'irrigation salinise les sols, il faut déjà que l'essentiel de l'eau s'évapore.
Si l'essentiel de l'eau est transféré à l'atmosphère par transpiration des plantes, déjà, on n'a pas ce problème de salinisation. C'est vraiment un problème de zone aride où justement la quasi-totalité de l'eau qui arrive vient des cours d'eau, hein, ou des nappes, donc qui sont relativement chargées en sel, qui sont des eaux douces, mais qui sont quand même relativement chargées effectivement en sels minéraux. Et effectivement, quand ça s'évapore, ça dépose du sel. Mais dès qu'on a un petit peu de précipitation, et c'est le cas global, alors peut-être pas dans la péninsule ibérique, mais en tout cas, puisqu'on a apparemment des auditeurs de là-bas, mais en France, quand dans la plupart des climats, on n'a pas ce problème-là, parce que dès que les pluies reviennent, hop, ça entraîne le sel en profondeur et on n'a pas ce problème de salinisation. Donc il faut quand même faire attention à ça. Dire que l'irrigation mène à la mort du sol de façon systématique, ce n'est pas du tout exact. Hein. Attention, c'est dans certaines situations. J'ai pu le voir par exemple au Mali, la zone office du Niger, par exemple. On a effectivement pu le voir en Mésopotamie, mais voilà, ce sont des réalités dans certains contextes bien précis. En Australie aussi. En En Australie, Australie, absolument, hein, ils tout ont à eu fait vrai. énormément le problème. Mais encore une fois, c'est des phénomènes complètement locaux, quoi. Donc, Absolument. Pour moi, cela reste perma de mettre des réserves d'eau de pluie pour arroser. Hein. Effectivement, et puis de pluie, ou ça peut être aussi un forage, ou ça peut être arrosé depuis une rivière, ou différentes choses. Hein. Il y a beaucoup de choses. Hein. Henri Paul, un bon goutte à goutte et un bon paillage. Bon, apparemment, l'irrigation nous pose des. Ah, oh non, pas chez Leclerc, mutualisons nos semis en micro-mode dans les serres d'autoconstruction. Mais je crois que l'un n'empêche pas l'autre. Si j'ai c'est bien clair. compris le message que tu veux faire passer, Pierre. Ah, mais c'est clair, c'est clair. Moi, ce que je parle, c'est d'urgence alimentaire. Donc, voilà, aussi. Ah oui, Sylvie nous dit qu'elle est en Bretagne, donc les initiatives là, dont elle parlait tout à l'heure de vergers partagés, super. Voilà, normalement j'ai un stage prévu en Bretagne au mois de juin, mais bon, j'y crois pas trop. Damien, comment sauver la maison et son terrain de mes grands-parents qui possèdent toutes les caractéristiques pour s'installer et produire? Source, étang, rivière, bois, village de 1000 habitants à côté d'une ville de 15 000 habitants à 60 km de Lyon. Si ça part en succession, tout va être vendu et saccagé par des promoteurs immobiliers. La mairie aurait apparemment posé son droit pour récupérer une partie du terrain, dont l'étang et la source. Peut-on contrer ça? Alors là, on est dans du juridique. Je n'ai pas du tout les compétences pour répondre. Je ne sais pas si tu les as. Non, alors je les ai pas, mais par contre, il y a une chose que j'en suis sûr, c'est que quand je vois par exemple la maison que j'ai vendue sur Lyon, là, à un petit couple super génial, et qui me posait la question, parce il y a un droit de réserve de la route qui passait derrière chez moi de 5 mètres. Hmm, Mais attendez, on n'aura plus l'argent pour agrandir les routes. Donc tous les hmm, projets qui étaient des gros projets, les mairies, il y avait un paquet, à mon avis, il y a un paquet de projets qui étaient dans les cartons, qui vont bien rester dans les cartons ou qui étaient initiés, qui ne verront pas le jour. Donc je pense qu'il faut pas. Les cartes vont être fortement hmm. redistribuées. Donc bah, j'espère. C'était quoi le prénom, Gilles, là, de la personne là qui. C'était Damien. Damien. Damien, on en reparle dans un an. Si ça se trouve, les choses auront Hmm. bien changé. Quoi. Voilà. Après, ce qui peut se passer, excuse-moi, c'est que dans la succession, ce qui était un bien inintéressant pour certains va devenir un bien très intéressant. Hmm, Ça peut jouer dans l'autre sens aussi. effectivement. Alors, oui, Dimitri, oui, c'est à propos du frigo marocain, je pense, du sable entre les deux récipients, effectivement, ce que tu disais. Fractal Chaos nous parle de la patate douce, effectivement, parmi les légumes, voilà, Absolument. effectivement, hein, tout à fait, c'est tout à fait vrai. Il est intéressant d'intégrer le réseau des villes en transition, effectivement, ça fait partie Oui. des solutions que dans la boîte à outils. Charlotte, Muriel, je trouve ça très intéressant, je les suis d'ailleurs, mais souvent cela reste en ville, donc pas forcément adapté aux petits villages. Je ne me souviens plus trop à quoi ça fait allusion. Bon. Euh, Toutes les solanacées posent problème à une bonne partie de la population. La médecine ayurveda en parle, entre autres. D'autres légumes racines sont mieux adaptés à chacun de tester. Bon, c'est vrai qu'on a cité quand même pas mal de légumes racines. Hein, donc là, on vient de parler de la patate douce, on a parlé des okas, on a parlé des différentes plantes tubéreuses qui existent. Voilà, faut voir. Après, il faut quand même voir aussi en termes de production. La pomme de terre est quand même intéressante en termes de production à l'unité de surface. Hein. Je ne suis pas du tout certain que si je fais des 100 mètres carrés d'oka et 100 mètres carrés de pommes de terre, je sortirai De autant de calories. calories des 100 mètres carrés d'oka. Non, mais c'est sûr. Et après, il y a la mise en œuvre, il y a la technicité, il y a ça. Aujourd'hui, on sait, avec très peu de choses, même avec en présence de Dorifort, Mm, on sait gérer en mm, fait, voilà, les pommes bien de sûr. terre. Et il faut peut-être voir la pomme de terre comme un objet de transition. Bien sûr, On va peut-être faire, je sais pas, 500 mètres carrés la première année, et puis après plus que 250 parce qu'on maîtrisera en fait autre chose bien sûr. après.
Alors Bruno, j'ai semé les tomates dans les godets, 4 graines par godet, elles ont toutes pris, ça vaut le coup de les séparer dans 4 godets avec une pousse par godet. Bon là c'est très technique. Si oui, à partir de quand? J'attends qu'elles aient 2 ou 3 feuilles ou je le fais de suite. Voilà, on est vraiment dans une question de jardinage qui dépasse un petit peu le thème d'aujourd'hui. Ouais. Mais on pourra, enfin, toutes ces questions-là, moi je propose qu'on Hmm. essaye d'y répondre en fait à un autre moment, Gilles, parce que Ouais, là, ouais, effectivement. Ça déborde un peu du thème, effectivement, ouais, des questions très techniques. Voilà, pareil, Dimitri qui nous parle comment il a lutté contre les merles. Ah oui, mais ça, on en a parlé effectivement la semaine dernière, c'est pour ça, ok. Donc, bah, super, si tu as pu trouver une solution à ce problème-là. Ici, à Vézénor, petit village du Gard, se réunit une fois par mois en transition, ça fonctionne bien, super. Même les carottes et les betteraves en godet, nous demande Muriel. Hein, donc, oui, apparemment, il y a, ouais. tout, tout. Alors, sauf que moi, je fais pas du godet unique. J'utilise comme les caisses de maçon, là, vous Ouais. savez, ces espèces de gâches, là. Mm, J'utilise ça, ça va très bien. Les poireaux, vous semez ça là-dedans. Les salades, c'est pareil, vous semez. Et pour mm, le premier repiquage, du coup, voilà. ouais, Comme on revient au livre de Daverne et Moreau, hein, il ouais, faisait entre 3 et 4 repiquages avant de mettre en terre, et ouais. aussi à l'époque. Mais du coup, ça rejoint plus à Minimote, en fait, ce que tu fais que le godet, vraiment, en fait. Pas tout Oui, à oui, fait. Oui, oui. ça, mais Après, ça. j'utilise des plaques, hein, voilà, système D, hein, aussi, Bien hein, sûr, oui, beaucoup. mais bien sûr. Bah, justement, Romain Jarry, qui est d'accord avec nous pour les godets, cela maximise la germination et la possibilité d'avoir des plants viables plus tard. Tout à fait. Ce qui marche super bien, c'est le semis en bouteille. Ça marche nickel au niveau d'eau. On est parti là vraiment vraiment les techniques de jardinage. Alors, ouais, donc là, bon. Voilà, donc là, je joue avec des questions ouais, qui sont un peu entre les différents auditeurs. Donc là, je vais peut-être passer tout ça. Parce qu'effectivement, là, ça déborde, ça dépasse un peu le thème d'aujourd'hui. Alors, voilà, Charlotte, Marielle, nous ne sommes que 800, une belle vie de village, et malheureusement, peu de gens étaient sensibles avant. Je tente d'éveiller. Nous avons créé un groupe de solidarité qui pousse à consommer local, à cela. Bon, ben super. Hein. Le haricot, le maïs et autres graines dans un demi-rouleau central de papier toilette est efficace. Bon, alors, de nouveau, on est sur les petites techniques là pour faire Oui, des, euh, des des semis, semis. pourquoi pas. Romain Jarry, y a-t-il plusieurs fils de discussion? Non, malheureusement, il n'y a qu'un seul chat. Hein. Alors, Muriel nous explique que le souchet et choufa, c'est la même chose, d'accord. C'est une petite tubercule au goût de noisette utilisée pour faire une boisson fermentée ou des laits végétaux. Ok. Euh, Ah oui, Xavier nous dit que c'est la tirange entre Bassin-Bassé et Craponne sur Arzon, donc pour l'autonomie alimentaire qui était généralisée dans les hameaux du village. Donc là, on est vraiment dans les gorges de la Loire, quoi, intéressant. Ouais. Ok, ok, super. Etc. Pour faciliter l'accès à la terre, il existe les commodas, prêts à usage gratuit, notamment en Dordogne, qui permet aux propriétaires de ne pas perdre la maîtrise complète de ces terres, comme dans le bail agricole classique, dit Paul. Pourquoi pas, ça peut D'accord. être une piste à suivre. Alain, les zolas, donc les oeillage, je pense fabriqués, ne respectent pas la bonne proportion de silice. Un pot n'est pas conçu pour être poreux, un vrai Oya si. Oui, D'accord. effectivement, ouais, Technique. bon, ok. Merci pour les précisions. J'ai entendu parler de céréales qui ne pourraient raisonnablement pousser qu'au nord de l'Europe et au Japon, vu le climat non propice ailleurs. Qu'en pensez-vous? Ça dépend de quelle céréale on parle déjà, je dirais, hein, parce Ouais. que si on parle du sorgho ou du mil, bon, bah, ça pousse très bien en zone tropicale, donc déjà c'est assez variable. Et puis même le blé vient quand même, à l'origine, vient du Moyen-Orient, donc de zones plutôt semi-arides. Donc je sais pas si tu as ce que tu en penses, si tu as des choses à rajouter là-dessus. Ouais. Non. Euh, L'espoir est la dernière chose que l'on perd, alors on t'attend en Bretagne en juin, ok. Alors Guy Mélinger, donc, qui est en Alsace, là, qui est donc en pleine en zone qui est extrêmement touchée par le coronavirus, du coup. Moi, j'ai créé des zones de fraîcheur avec des haies vives autour de mes planches de culture et avec le paillage sur le sol, je n'ai pas à arroser durant l'été, ok. De même, il y a à réétudier les légumes, la tomate n'a pas besoin d'être arrosée, voire Pascal Pot, tout ça limite l'irrigation. Alors là, attention, quand je vois des références à Pascal Pot, je dis toujours attention, Pascal Pot est semencier, il n'est pas maraîcher. Donc Tout voilà. à fait. Et puis, il irrigue. Attention, il irrigue peu, mais il irrigue. Donc faites très Mm. très attention quand même aux références à Pascal Pot. Aussi, toi, Guy, tu es en Alsace, donc c'est vrai que tu as quand même de bonnes sécheresses en été, c'est vrai. Mais c'est quand même, je pense que les contraintes, quand on est en zone méditerranéenne, par exemple, sont quand même supérieures à celles qu'elles sont quand on est en Alsace. Hein. Donc il faut quand même aussi toujours faire attention à ça. Alors effectivement, on peut avoir différentes méthodes pour réduire l'irrigation. Alors, Jean-Luc, on a planté des patates cet après-midi, super. Alors, Charlotte, qu'avez-vous mis dans vos haies vives? Alors, je ne sais pas trop à qui s'adresser là. Ah oui, c'est peut-être à Guy justement que ça s'adressait. Ouais. Mm. Des idées pour refouler les sangliers. On a fait une barrière à l'africaine. Bon, là, du coup, on est aussi dans des questions très techniques. Je sais pas, oui, remarque que le sanglier, t'es en plein. T'es chez eux, toi.
Ah bah moi, alors là, ils m'ont tout retourné et tout. Nous, c'est un gros problème. Donc, on clôture tout à 2 mètres, électrique et tout. Enfin, c'est Fort Knox, ça, quoi. Vous avez parlé de l'oca de terre que nous ne connaissons pas. Que pensez-vous de la poire de terre? Oui, effectivement, la poire de terre, pourquoi pas. L'oca, aujourd'hui, on le trouve de plus en plus dans les magasins bio. Ça devient assez facile à trouver, je trouve, ce légume, hein. Donc, c'est très Ouais, joli, c'est ouais, très savoureux d'ailleurs, hein. Non, je le ouais. recommande. D'ailleurs, si vous êtes coincé chez les semenciers, les magasins bio sont souvent en fait Absolument, un énorme réservoir en fait de semences parce que absolument. le lin, vous pouvez en fait le Hmm, planter. Et leur cas du Pérou, c'est pareil, vous en achetez, les pommes de terre, les machins, vous y allez, vous allez payer même absolument. moins cher souvent que chez les semenciers. Ah, largement, beaucoup moins cher, hein. Pareil, le sarrasin, pareil, tout ce qui est graines à germer, même les poireaux, on peut même prendre Amarant, des. tout Voilà, tout ça, ça, ouais, 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 absolument. Tout ça, c'est tout ce qui est graines à germer, on peut l'utiliser pour faire du légume, hein. absolument. Ouais. J'en ai au jardin de la poire de terre, me dit Muriel, c'est assez aqueux entre le légume et le fruit, ça donne pas mal. Pour les sangliers, pareil que le purin d'ail est efficace tout autour du jardin, répulsif par son odeur. Bon, pourquoi pas, à voir. Ouais, enfin, moi, sur 4 hectares et demi, je me vois pas faire 3 tonnes d'ail Ouais, pour faire ça. Bon, voilà, bref. effectivement. Après, si pour les sangliers, si après il y a quand même un truc assez simple, bon, c'est la technologie certes, mais c'est quand même la barrière électrique à environ 30 trentaine de centimètres de haut, quoi. Pas très haut, il faut qu'ils aient la décharge dans le groin, quoi. Il en faut deux Il en fils. faut deux, voilà, il Un faut deux fil fils, à, ouais. Il faut faut deux deux fils. fils. Il faut un fil à 20 et un fil à 40 à peu Voilà, près. par exemple. Et il faut surtout qu'il y Mais ait une le décharge dans le problème, groin. ouais, alors, Voilà, c'est ça. mais il faut un système super entretenu. Et Bah puis, ce oui, qui ça c'est marche sûr. pour le sanglier ne marche pas pour le chevreuil. Et ce qui marche Eh pour le oui, sanglier forcément. ne marche pas pour le cerf. Donc, Eh oui. résultat des courses, nous, on clôture jusqu'à 2 mètres de haut, comme ça, quoi. Et ouais. Donc le premier fil est à 20, le dernier fil il est à 2,50 m, ça. 2 mètres, 2 mètres, 2 2 mètres, 2 mètres. mètres, ok, ouais. 2 mètres, c'est assez pour le cerf. C'est juste ce qu'il faut. Ouais. C'est juste qu'il faut. S'il veut, il passe, hein. Ok. Mais bon, il faut qu'il passe au-dessus de 2 mètres. Si par exemple il est chassé ou quoi que ce Ouais, soit, ok, ouais. au naturel, il vient pas, quoi. Heureusement, Donc, parce que dans le verger, un cerf, il vous déglingue un verger en même pas une nuit. ouais. Les 400 arbres fruitiers, ils sont par terre, quoi. Et ouais. Bon, Dimitri confirme que le souchet c'est excellent en lait, ok. Bah, le fil électrique, voilà, voilà. Bon, encore des. euh, pour avoir essayé de mettre des pots de terre en terre et voir si l'eau transpirait dans le terre, et la réponse est non, laissez 5 jours et pas une goutte à traverser le pot, ok. En Ardèche du Sud, on a une sécheresse de fou, ah, ben, je connais, hein, j'ai vécu 8 ans là-bas. Muriel parle aussi ouais, des pois chiches, les petits pois aussi du magasin bio, effectivement, parmi les plantes qu'on peut implanter, aller acheter, effectivement, hein, tout ça, c'est très très facile à implanter après sans avoir acheté de semences. Jean-Luc, on a tourné des maraîchers bio pour convaincre la population de manger local et réimplanter des producteurs locaux. On a fait une chaîne YouTube et ça a des effets super, mais bravo, super. Et Guy, on parle de ses vives, donc charme, cornouiller mâle, épine vinette, prunier mirobolant, alisier blanc, sorbier de oiseleur, alisier. Bon, après, bien sûr, tout ça, c'est très local, hein. Après, voilà, ce qui est vrai en Alsace, ce ne sera pas forcément dans le Jura ou dans le Lyonnais ou sur le Massif central, hein, voilà, donc effectivement. Ah ben, on est arrivé au bout des questions. Voilà, super. Ben, super, hein. Donc, j'en ai une question. Vas-y. J'en ai une question. Est-ce que vous voulez qu'on refasse des sessions, parce que moi j'aime beaucoup travailler avec toi, Gilles. Mhm. Est-ce que vous voulez qu'on refasse des sessions de ce type-là, sur des thématiques plus précises ou sur des thématiques générales? Et n'hésitez pas à le dire. Moi, Mhm. c'est pas un format que j'utilise beaucoup, mais que je suis prêt à faire avec toi, Gilles, si nécessaire. Apparemment, il y a 3 oui qui sont sortis déjà tout de suite. Mais après, effectivement, moi, je peux le sonder aussi et demander aussi voilà, plus globalement à mes lecteurs, effectivement, voir s'il y a des. Voilà, ouais, ouais, il y a beaucoup de monde qui a l'air enthousiaste là-dessus, hein. Voilà, mais ok. Mais est-ce que vous avez des connaissances sur l'entretien des forêts? Alors j'en ai. Voilà, on va pas rentrer là-dedans ce soir, mais oui, je peux éventuellement parler de ça. De même que d'ailleurs notre ami Paul qui avait joué de la guitare lors de la conférence de la semaine dernière. Donc on est quelques-uns à avoir des voilà, mais ça fait partie effectivement des choses. Si voilà, si tu pourras m'envoyer un mail si tu veux avoir que je sache plus ce que tu veux voir sur l'entretien des forêts. Ok, super. Bon, ben, il me reste donc à te remercier, Pierre, déjà pour avoir répondu Et avec grand favorablement à mon plaisir. invitation. Un grand plaisir, Gilles. Merci. C'était Super. très sympa. Voilà, ça fait très longtemps enfin, qu'on échange et qu'on commence en fait à travailler ensemble. Et aujourd'hui, bah, voilà, je suis très content que ça se concrétise, même si le contexte, voilà, je le redis, est inquiétant et planter. Vous ne perdrez rien, cuisinez, voilà.
faites un maximum. Super, merci beaucoup. Merci à tous pour votre participation. Je vois que j'ai une suggestion pour une prochaine conférence. Je regarderai ça de plus près plus tard. Merci beaucoup. Bonne soirée, bonne nuit. À très bientôt. Salut, merci Gilles, à bientôt, salut. Salut.